Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que les programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit ou qui m'ont mis un message suite au podcast de la dernière quinzaine. C'est sûr que j'oublie du monde parce que j'ai eu énormément de DM et énormément de messages sur Insta. Alors un grand merci à David, Olivier, Nico, Victor, Vegapetti, Marie, Charles, Sébastien, Clément, Jean, Laurent, Christophe, Sam et Pascal. Merci à vous tous et merci aussi à tous ceux qui m'ont écrit sur Insta. Vous étiez méga nombreux pour cet épisode, donc c'était la folie. On est sur YouTube, 3510. Ça monte, 3510, ça commence à faire une chaîne YouTube qui est stylée quand même. On arrive à 410 notes sur Apple Podcast, 3 notes de plus. Et donc merci infiniment à Belém pour ton commentaire 5 étoiles, ça fait plaisir. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, où nous sommes 9001, si c'est pas beau. Plus de 9000 abonnés, ça y est, c'est atteint. On en est à la dernière ligne droite, donc là, en 15 jours, j'ai pris 500 abonnés grâce à un réel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais là, il faut être sur Instagram, un réel qui était issu d'un de mes vlogs, qui a été clivant, on peut dire. Donc voilà, sur la différence entre salarié et entrepreneur. Ceux qui ont écouté le podcast, vous avez eu 1 heure pour écouter tout ça. Donc on a le temps de rentrer dans le sujet, de faire de la bienveillance, de faire plein de choses. Là, pour le coup, c'est percutant, c'est que les punchlines. Et ça a choqué, mais ça m'a fait prendre des abonnés. Donc bienvenue déjà à tous les nouveaux qui me découvrent sur Une vie de liberté. Et voilà, on est dans le dernier step, la dernière ligne droite pour... road to 10 000 abonnés, sans tricher, sans acheter d'abonnés, sans faire des choses qui ne sont pas dans mes valeurs. Donc 9001 abonnés Instagram, merci beaucoup, merci infiniment à tous, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, c'est là où je suis le plus présent, là où j'arrive à vous répondre. Donc merci à tous pour ça. Pour les petites news, donc j'enregistre ce podcast, c'est la folie. Je vais le passer au dernier moment à Luc pour, en tout cas pour la partie news et retour sur le podcast de la dernière quinzaine, puisque aujourd'hui c'est une interview que j'ai enregistrée il y a déjà quelques semaines avec Thomas. Vous allez voir, ça va être vraiment pépito, ce podcast, ça va être super bien. Mais sinon, c'est la course parce qu'on n'arrête pas en ce moment. Les opérations de marchand de biens, ça continue. On a eu un nouvel accord pour encore une nouvelle opération. Et j'ai fait que courir cette semaine. Du coup, on a acheté nos bureaux, surtout. Donc, pour ceux qui me suivent sur le podcast des Gentlemen Investisseurs, d'ailleurs, il n'y a rien là. Petit t-shirt Gentlemen Investisseurs pour ceux qui sont sur YouTube. C'est les t-shirts de notre dernier mastermind au surf. Je vais avoir le temps de vous en parler, mais je vais trop vite là. Donc, je me recentre. On a acheté nos bureaux. Je suis vraiment très, très content. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'on va se faire construire des bureaux assez sympas, mais voilà, le projet prend du retard. On a eu pas mal de soucis, donc c'est un projet qui va être décalé peut-être d'1 an, de 18 mois, de 2 ans. Et après 4 ans à la maison, 4 ans de digital nomadisme, où surtout je pouvais travailler de la maison, où j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir bosser de la maison après avoir eu pendant 12 ans mes bureaux dans mon entreprise de travaux publics, il s'est fait ressentir le besoin d'avoir de nouveau des bureaux. Et on avait prévu ce projet d'achat, d'achat-construction. Ça prend du retard. Donc, on a acheté des bureaux provisoires où on a acheté un peu plus de 40 mètres carrés. On aura un grand bureau pour Ben et moi, avec une petite cuisine, machine à café, tout ce qui va bien. Et de l'autre côté, un studio de podcast. Donc, vous le savez, sur Une vie de liberté, je vous en parle pas mal, mais ce décor derrière moi va bientôt disparaître d'ici quelques mois et on aura les nouveaux bureaux. Et je suis très, très, très content
Ça va être trop bien. Donc on fait ça avec Ben, tous les deux. On a tout cassé pour l'instant. En tout cas, la partie casse, maintenant, c'est les artisans qui vont intervenir. J'espère qu'on finira tout au mois de juillet. C'est décoré par ma compagne, par Hello. Hello qui maintenant se met un petit peu sur Instagram aussi, qui fait de la décoration d'intérieur. Donc elle nous a fait toute la déco des bureaux. Elle nous a fait aussi la déco d'un appartement qu'on est en train de vendre. Je vous montrerai ça aussi avant de le vendre. Un appartement neuf, elle nous a fait toute la déco. Et ça nous a permis de le vendre super bien d'ailleurs. Donc on est vraiment très très contents. Donc voilà, on est à fond sur ce projet, à fond sur la déco de ce projet pour être bien pour la rentrée. L'objectif, c'est vraiment de le meubler juillet pour voilà, à la rentrée, quand on va démarrer au mois de septembre, démarrer dans nos nouveaux bureaux. Donc ça, c'est le premier projet qui est trop cool. La semaine dernière, je vous le disais, j'ai mis mon beau t-shirt Gentleman Investisseur pour me rappeler ce bon moment. Mais on était au surf, on était à Messanges. Et le vlog est sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne YouTube, un vlog qui retrace cette semaine incroyable entre investisseurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mastermind aura lieu l'année prochaine. On a déjà trouvé le lieu, on est en train de caler la date, on est sur 2 dates, mais ça va partir très très vite encore une fois, et ça va être absolument génial. Cette année c'était fou, l'année prochaine ça sera encore plus fou, on espère qu'on aura encore plus de vagues. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Bien entendu, ce sera les auditeurs du podcast privé des Gentlemen qui auront la primeur, comme d'habitude. Et si ça part aussi vite que c'est parti cette année, ça va tout partir en une après-midi. Donc voilà, mais n'hésitez pas si ça vous dit. Je vous avais parlé de la parenthèse indépendance, session numéro 3, elle est désormais complète, la session du mois d'octobre. Donc voilà, la 4e édition aura lieu du 6 au 8 décembre. On a déjà 8 places de réservées. Je vous donnerai le lien bientôt parce que on a créé une nouvelle société. Aujourd'hui, tout était sur la même société AB Investissement, la société de marchand de biens. Et avec notre assureur, on a jugé que c'était bon d'avoir des activités dissociées. Donc, on va dissocier tout ça, justement. Donc, on a créé une nouvelle société. J'attends le cabis d'un instant à l'autre. Et dès que j'ai ça, je vous ferai le lien pour ceux qui veulent réserver. Donc, j'ai déjà 8 places de réserver. Il reste encore 8 places si ça vous dit de venir dans ce coaching incroyable sur 3 jours avec mon Yann, avec Ben, mon associé de tous les jours, et avec notre Fab, coach PNL émérite. Si ça vous dit, réservez la date. Ce sera du 6 au 8 décembre. Je vous avais parlé du mastermind Esprit Foncier. La première session, ça y est, c'est complet, qui aura lieu le 21 et 22 septembre. Une immersion de 2 jours avec nous pour seulement 8 participants. La première session est complète. Je pense que la deuxième session sera seulement en 2024. Donc voilà, si vous avez envie de venir bosser à fond la division foncière et le marchand de biens, en fait, parce qu'aujourd'hui, l'activité marchand de biens, elle prend de plus en plus de place aussi chez nous. Et au fur et à mesure, ça fait déjà 4 ans maintenant qu'on fait du marchand de biens, donc on commence à devenir nous aussi de plus en plus aguerris, et donc on peut en parler au bout de 4 ans. Donc voilà, ça sera vraiment division foncière et marchand de biens, et la prochaine session aura lieu, je pense, au mois de janvier, à mon avis. J'ai encore 2 petites choses à vous dire dans ces news. C'est pour ceux qui nous suivent sur le podcast privé, on a reçu Mbarek il y a quelques temps. Mbarek, il a une stratégie d'investissement où il achète des anciens HLM, des anciens logements sociaux, et il arrive à obtenir des prix qui défient toute concurrence. On l'a reçu aussi on va le recevoir dans le podcast public des Gentlemen le 30 juin. Je dis on l'a reçu parce qu'on l'a déjà enregistré, mais il sortira le 30 juin. Et Mbarek a fait une formation sur ce sujet-là. Donc il y aura moins 20% à la sortie. Il y a même un petit peu plus pour les auditeurs du podcast privé. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de voir cette formation-là. Elle va sortir, si je ne dis pas de bêtises, à 395 €. Et elle permet de pouvoir avoir accès à ces deals-là, d'acheter des anciens logements sociaux. C'est des biens qui sont entièrement rénovés, c'est des biens qui sont en dessous du prix du marché. La formation va coûter 395 € et on peut gagner au minimum 10 000 € sur son premier achat sur un appartement dans les 50-60 000 €. Et ensuite, on peut monter. Il y a vraiment toutes les gammes de prix. Donc, ça va être complètement fou. Restez bien à l'écoute le 30 juin. Ça sera en promo du 30 juin au 3 juillet. Il y aura un code promo, il y aura tout. Guettez le podcast des Gentlemen Investisseurs, guettez mon Instagram, on vous parlera encore de ça. Et ça, c'est Mbarek qui sort cette formation, donc c'est sa formation. Et on lui file un petit coup de main avec la communauté pour le mettre en relation avec vous. Et bien sûr, on aura une commission d'affiliation pour être parfaitement transparent avec vous. Et la dernière chose dont je voulais vous parler dans ces news, c'est, j'en ai parlé aussi chez les Gentlemen Investisseurs,
vous saviez qu'on était au CPF avant pour nos formations, et Booba est arrivé et a mis un grand coup de pied dans tout ce bordel, et il a vraiment bien fait parce qu'il y avait énormément d'arnaques. Le seul problème, c'est que ça a retiré aussi les bons au fur et à mesure, ça a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, bon, c'est pas grave. On a essayé de se remettre au CPF et c'est devenu vraiment compliqué. Il faut se structurer maintenant, il faut avoir du personnel. Ça va à l'opposé de notre vision de la liberté où, voilà, que ce soit le marchand de biens, que ce soit nos investissements, ou Yann avec la LCD, tout ce qu'on fait, nous, c'est la liberté avant tout, la liberté à 200%. Donc, on ne va pas se remettre au CPF, voilà. Mais pour le coup, pour se mettre au CPF, on avait tourné une formation qui était notre point d'entrée au CPF, qui s'appelait Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant. C'est une formation qui va servir à tous les gens qui sont indépendants et qui veulent, on va dire, communiquer sur les réseaux. Et ça, on s'est senti légitime de faire cette formation avec Yann. Il y avait plein de thèmes, on a choisi celui-ci. On s'est senti légitime parce que on est parti de zéro pour le coup sur les réseaux. On était tous les deux indépendants financièrement, voilà, on avait tous les deux fait notre trou dans l'immobilier, on vivait de nos investissements à plein temps, et on s'est dit on va en parler sur les réseaux, on est parti de zéro, et aujourd'hui voilà, on a fait une jolie communauté, que ce soit sur Une Vie de Liberté, que ce soit sur les Gentlemen Investisseurs, on vit vraiment une aventure qui est sympa, et donc on a voulu expliquer aux gens ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait, comment on était parti, quels biais de communication on avait utilisé. Donc on parle beaucoup de podcasts, de vidéos YouTube, d'Instagram, de tous les biais de communication qu'on a utilisés. Cette formation, elle devait être présentée à 600 € au CPF. Et en fait, ça fait 6 mois qu'elle est dans mon ordinateur et qu'elle ne profite à personne. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une formation dans laquelle on a mis beaucoup de travail, on a mis tout notre cœur et on a fait vraiment quelque chose de bien. Donc, je ne veux pas la proposer en permanence parce que on est plus sur des thématiques de développement personnel pour une partie avec Une Vie de Liberté et surtout d'investissement avec les Gentlemen Investisseurs. Je veux qu'on reste aussi là-dedans. Donc pour le week-end du 30 juin, en même temps que la sortie de la formation d'Embarek, pour 4 jours, on va sortir cette formation. Si elle vous intéresse, si vous avez envie de développer votre activité sur les réseaux, que ce soit dans l'immobilier ou même que vous soyez fleuriste, garagiste, comptable, si vous voulez avoir une visibilité sur les réseaux et attirer des clients de cette façon-là, je pense que c'est une formation qui peut vous aider et on la proposerait au tiers du prix, à 199 € pendant 3-4 jours. Si ça vous dit, elle est là. Voilà. Il y a Maître Cos aussi qui participe. Si je dis pas de bêtises, il y a plus de 5 heures de formation quand même. Donc ça fait quelque chose de vraiment joli, vraiment complet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et j'ai fini pour les news. On va revenir ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine. Et le podcast de la dernière quinzaine, c'est mon ami Lohan. J'ai reçu Lohan dans le podcast. Et alors, non seulement vous m'avez pété les écoutes, mais vous m'avez pété les commentaires aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup à vous. Ça a énormément partagé sur les réseaux. Je crois que Lohan, elle n'était pas prête pour la dose d'amour. Lohan, je sais que tu écoutes le podcast, tu m'arrêteras si je dis des bêtises. Mais elle était vraiment hyper heureuse de recevoir autant de love, autant d'amour, autant de messages. Et en fait, elle a reçu des messages à la hauteur de ce qu'elle a partagé parce que je trouve qu'elle a donné énormément d'espoir. Alors moi, j'ai pas été maman solo parce que je suis pas une maman, mais j'ai été papa solo quand même pendant quelques années. Donc c'est un podcast qui m'a énormément parlé. Et voilà, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, la famille est peut-être plus aussi solide qu'avant, aussi à mon grand regret, mais ça fait beaucoup de gens qui se retrouvent solo, justement, et qui ont besoin aussi d'espoir pour reconstruire des choses, parce que bien sûr, Lohan a retrouvé l'amour, donc il y a aussi un après, mais il y a aussi un moment où on se retrouve tout seul et où il faut avancer. Et je trouve que ce podcast, il donne énormément de force, si vous ne l'avez pas écouté. Il y a quelques temps, j'avais fait un vlog aussi sur guide de survie quand on se sépare et qu'on a des enfants, comment faire quand on veut aussi continuer son chemin vers l'indépendance financière quand on a des enfants. J'ai fait un vlog là-dessus parce que ça me paraissait important à un moment. Parce que moi, j'en ai beaucoup souffert, que ce soit de me séparer, d'avoir les enfants une semaine sur deux, c'était pas facile. Et le podcast de Lohan, il fait du bien justement pour ça. Il montre que la vie ne s'arrête pas, qu'on peut avancer pour soi, pour ses enfants, pour tout. Je trouve que c'est fantastique. Et ça vous a aussi marqué parce que j'ai eu pas mal de messages. On va prendre quelques messages. On a un message de Charles. Donc Charles qui est passé sur Une Vie de Liberté, hein, vous vous en rappelez, qui fait partie de notre petite Dream Team de potes. Et Charles qui nous dit « Coucou Lohan, j'en ai découvert un peu plus sur toi. Merci pour le partage, un vrai régal. Je me suis dit encore « Waouh, quel courage de faire ça toute seule, tu le mérites, bravo ».
Et ça, je trouve que c'est cool. Donc, encore merci à la Dream Team. Et je pense que j'ai pas fini de recevoir des membres de la Dream Team dans ce podcast, parce que ça vous plaît bien à chaque fois. On voit aussi l'importance d'avoir des potes et un réseau de potes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ça nous aide vraiment. Et voilà, je trouve que c'est génial. Et encore, Charles, tu nous rappelles qu'on peut partir de rien, que tout est possible. Loane, elle nous montre vraiment que tout est possible, même en étant maman solo, même en ayant un enfant. Et bien sûr que ça demande du courage, ça tombe encore une fois pas du ciel, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui tombe du ciel quand on est investisseur. Quand on a envie de quelque chose, il faut aller le chercher. Et Loane a su aller le chercher, et ça fait plaisir. On a un message de Sam. Sam qui nous dit « Très inspirant ce podcast, merci pour ce partage et ces confessions sur les faux amis. Il n'y en a qu'une où je ne suis pas tout à fait d'accord sur ces 2 heures de podcast. Je suis bélier ascendant taureau et j'ai plus tendance à y aller sabot par sabot que tête baissée. Je ne suis pas assez calé en astrologie, donc je ne vais pas rebondir sur ce point-là, Sam, mais je ne doute pas de tes compétences. Moi, je vais plutôt rebondir sur la partie faux amis. Et effectivement, c'est très courageux de la part de Loane de l'avoir fait. Moi-même, aujourd'hui, j'ai eu des galères avec des anciens associés et j'en parle pas dans Une vie de liberté, j'en parle volontiers quand on se voit en mastermind. C'est pour ça qu'il faut venir en mastermind. J'en parle pas en public parce que, comme dirait l'autre, j'ai pas envie de remuer un peu la merde. Mais ça mériterait, pourtant, parfois, ça mériterait même fort. Mais j'ai trouvé d'autant plus courageux pour Loane de l'avoir fait. Et voilà, ça fait du bien, ça remet un peu l'église au milieu du village. Et ça montre aussi que c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, on peut avoir trouvé un associé pour faire un bout de chemin, puis on se rend compte que ça marche pas. Mais voilà, il y a encore une fois toujours des solutions. Loane, elle a pu racheter les parts de sa fausse amie. Donc, tout est bien qui finit bien, mais c'est pas un long fleuve tranquille. On a un message de Marie. Marie qui nous dit « Encore un super podcast et quel parcours !» Loane respire la liberté. Je l'ai sentie très en phase avec elle-même, c'est très inspirant. Bon, je crois que c'est définitivement la fin de toutes les excuses pour ne pas passer à l'action. Dommage que vous n'ayez pas eu le temps de développer la partie SCI avec son fils, mais lorsque je vois que le podcast dure près de déjà 2 heures, j'ai l'impression d'avoir passé 15 minutes avec vous, je comprends. Merci à tous les deux pour ce bon moment. Donc, merci à toi Marie. C'est toujours un dilemme, ces podcasts, parce que je tiens à ma rubrique news avant. Ça fige aussi les choses. Et puis, pour tous les gens qui ont envie de participer au mastermind ou aux parenthèses indépendance, tous les gens ne sont pas sur Instagram. J'en ai encore parlé au dernier séminaire surf. On a pas mal de participants qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui nous entendent que par les podcasts. Donc, si je ne prends pas le temps dans chaque podcast de faire une petite parenthèse sur les news, sur tout ce qui se passe, même sur ma vie de marchand de biens, parfois sur notre business, il y a des gens qui passent à côté de tout. Il y a des gens qui ne regardent pas non plus les vlogs. Donc, c'est important de le faire. Et c'est vrai que quand on rajoute, on va dire, les 20 minutes que je fais avant, 20-25 minutes au podcast, c'est sûr que ça fait long. Mais parfois, voilà, plus c'est long, plus c'est bon. Et c'est cool d'avoir des podcasts. Moi, j'adore les podcasts longs. Je trouve qu'on a le temps de poser les choses. Mais c'est vrai qu'on aurait pu encore développer cette partie-là. Et c'est vraiment important. On en parlait avec Yann il n'y a pas longtemps aussi de cette question de la succession. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Au-delà de l'argent, il y a la partie forcément argent, patrimoine qu'on a construit. On n'a pas envie que ça reparte à l'État, surtout que si ça repart à l'État, on en laisse pas loin même de 60%, parfois même en y laissant à ses enfants. Quand on pense que c'est du patrimoine qu'on a accumulé, sur lequel on a payé des impôts, ça me paraît tellement honteux. Mais encore une fois, pour certaines personnes, c'est une façon de redistribuer les richesses. Ce qui me choque, moi, j'entendais ça dans un podcast encore récemment. Je crois que c'est un podcast de Biomécanique Podcast où Jérôme de Biomécanique Podcast recevait le Raptor. Donc quelqu'un qui est très clivant, pour le coup, qui disait qu'au départ, la France, l'égalité des chances, elle devrait être à la base, faire que tout le monde ait la même égalité des chances. C'est pour ça qu'on a l'école publique, gratuite pour tous. Et aujourd'hui, on en est à faire de l'égalité à la fin. On voudrait que tout le monde a les mêmes chances au départ, mais que 30 ans plus tard, celui qui a travaillé, celui qui n'a pas travaillé ait la même chose. Mais non, c'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité des chances au départ, que tout le monde puisse avoir le même départ. Forcément, si c'était aussi facile que ça se saurait. Bien sûr que suivant le milieu social ou l'endroit géographique où vous allez naître, ça ne sera jamais pareil. Mais en tout cas, l'idée de la France, elle était là au départ.
Et à la fin, elle se transforme par le fait de vouloir remettre tout le monde au même niveau, plus à la fin, que ce soit par des impôts qui sont quasiment confiscatoires, ou alors par de la succession comme ça. Donc c'est compliqué. Et intégrer ses enfants dans une SCI, dans ses business, c'est une bonne façon de pouvoir contourner aussi un petit peu ça, leur mettre un pied dedans. Et il ne faut pas non plus mettre la pression à ses enfants. C'est ça qui est difficile. Donc je pense que la meilleure façon de transmettre déjà ses valeurs à ses enfants, c'est d'incarner ses valeurs. Si tu es devant la télé, devant tes PMP le soir et que tu dis à tes gosses, il faut lire, il faut investir, il faut bosser, tu leur transmets des valeurs pourries, quoi, en fait, parce qu'ils vont pas t'écouter, ils vont se comporter par mimétisme. Si tu n'incarnes pas ce que tu dis, ça ne fonctionne pas. La bouche dit un truc, le corps en fait un autre, c'est incompréhensible. Alors que si tu incarnes ton message, que tu es quelqu'un de plutôt bosseur, quelqu'un qui respire à la fois la liberté dans ses choix, dans ses actions, et aussi qui bosse pour l'avoir, c'est ça que tu vas transmettre à tes enfants, c'est ça qu'ils vont voir, et c'est ça qu'ils vont recopier. Donc c'est pour ça que c'est important d'être aligné. Et je pense que pour le coup, Lohan, c'est un modèle d'alignement, donc c'est vraiment top. Et voilà, mais cette question, en tout cas, elle est importante. Qu'est-ce qu'on va laisser à ses enfants ? Je pense que ça vaudrait le coup, vraiment, de faire un podcast avec Maître Cos sur les gentlemen investisseurs, sur cette partie-là. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Je pense que ça peut être vraiment puissant. Et on a un dernier message d'une personne qui user quelque chose, donc je suis désolé, tu m'as pas laissé ton nom, qui nous disait vraiment très inspirant et enrichissant. À quand un mastermind CrossFit ? Ça n'a rien à voir avec Lohan pour le coup, mais on y bosse, voilà. On bosse dessus pour l'année prochaine. Je commence à regarder quand est-ce qu'on pourrait faire ça, sous quelle forme on pourrait faire ça. Mais il y a quelque chose à faire et je pense qu'on pourrait vraiment s'éclater. Surtout que je reviens encore du CrossFit. Je me suis entraîné 4 fois cette semaine. C'est vraiment un sport que j'aime beaucoup. J'y suis venu sur le tard. J'aimais pas ça au départ parce que je trouvais ça un peu trop violent. Et la façon dont on le pratique dans ma box de CrossFit grâce à John. John d'ailleurs qui est passé dans Une vie de liberté il y a maintenant presque 3 ans. Le boss de la salle. La façon dont John nous le fait pratiquer, c'est à l'inverse de ça en fait, c'est la santé avant tout et je trouve ça passionnant. Donc bien entendu, si on faisait ce mastermind CrossFit, ce serait avec John parce que je veux qu'il transmette ces valeurs-là. Mais voilà, c'est en chantier en tout cas de notre côté, à Yann et moi, pour voir la période et comment on peut l'organiser matériellement. Et puis ensuite, on va bosser dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et pour en revenir à Lohan, encore merci à toi Lohan de ce que tu as partagé dans ce podcast. Merci pour tout. C'était fantastique, c'était inspirant, c'était passionnant. Et voilà, top. Et je vous propose qu'on passe au podcast de cette semaine. Et cette semaine, c'est une discussion avec Thomas. Thomas, vous le connaissez sûrement parce que c'est un camarade podcasteur. Et il a un podcast qui cartonne, qui s'appelait avant Mon Budget Zen et qui est devenu Investir Simple. Thomas, c'est quelqu'un de très très passionnant, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui est sur le chemin de la liberté financière, qui avance beaucoup. Donc il a eu la gentillesse de m'inviter sur son podcast. Et voilà, on a fait le match retour sur Une vie de liberté pour une discussion autour de thèmes qui nous sont chers, que ce soit l'indépendance financière, le chemin vers la liberté, les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est un podcast que j'ai adoré faire. Voilà, vous le verrez, c'est quelqu'un qui est aligné avec mes valeurs. Je vais arrêter de parler, je vous laisse en compagnie de Thomas et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Thomas. Comment tu vas ? Ça va très bien, Tony. Et toi ? Moi, ça va très très bien. Merci de me faire l'honneur d'être l'invité de mon podcast. Tout l'honneur est pour moi, Tony. Merci à toi. Tu m'avais invité dans ton podcast. Alors, je ne sais pas quel podcast sortira en premier, du coup. Ils peuvent se croiser, parce qu'il y a des chances que s'en sortent pas loin les deux en même temps. Ouais. Il y a des grandes chances. Telle est la question. Mais donc, tu m'avais invité sur ton podcast, puis j'avais envie aussi de faire le match retour parce que tu as beaucoup de choses à partager, et puis on a des domaines qui se rapprochent. Complètement. Pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux situer qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Bien sûr. Donc déjà, encore une fois, merci Anthony de m'avoir invité. C'est vraiment super cool de passer sur ton podcast. Donc je suis Thomas Creton. Je suis le créateur du site, podcast et compte Instagram qui s'appelle Investir Simple, qui s'appelait autrefois Mon Budget Zen. Donc en termes de référencement, vous risquez de voir Mon Budget Zen un peu partout associé à Investir Simple ces derniers temps. Donc je suis coach financier, conseiller en investissement financier indépendant et voilà, je forme aussi des gens sur l'investissement et donc voilà, je suis un passionné d'investissement, on va dire. Initialement, je faisais de la gestion de budget, j'étais coach budgétaire, j'aidais les gens à mieux gérer leur budget.
C'est pour ça que je m'appelais d'ailleurs Mon Budget Zen. Et je suis passé tout doucement à l'investissement parce que ça me passionnait plus, parce que ça intéressait aussi plus ma communauté, et raison pour lesquelles j'ai passé aussi mes habilitations pour pouvoir faire du conseil. Ouais. Et voilà, en gros, mon mantra, c'est apprendre à investir simplement en payant les frais justes. Voilà, si je devais définir en une ligne ce que je fais. Alors un vrai CGP pour le coup, parce que j'ai l'habitude de vanner les CGP, tu sais, qui sont qui vendent je les vanne aussi, hein. Moi, je les vanne aussi, les CGP. Ouais. Moi, je suis un peu un CGP CIF différent. Je fais partie des 5% qui font ça vraiment de manière indépendante. Et tu le vois, hein, je fais ça dans ma chambre en t-shirt, tu vois. Donc voilà. C'est pas, je suis très très loin du CGP classique qui vient avec sa mallette chez toi pour te faire souscrire des produits. On en est très très loin. Ouais. On aura le temps d'en discuter d'ailleurs dans l'épisode. Mais... Ouais, on aura le temps d'en reparler, mais c'est aussi pour ça que je suis content de te recevoir dans le podcast, parce que à travers ce qu'on fait, il y a aussi cette volonté de rendre un peu leur souveraineté aux gens avec leurs finances, en fait. Complètement. Et puis surtout, moi j'insiste sur un truc qui peut paraître peut-être dérisoire pour d'autres, c'est limiter les frais et les intermédiaires, en fait. Parce que je pense que ta communauté est très au courant de tout ce qui est intérêt composé, effet boule de neige et compagnie. Et en fait, on se rend pas compte qu'à partir du moment où tu passes par 18 intermédiaires qui te prennent des frais tous les mois sur un produit, en fait, la boule de neige, elle va pas dans ta poche, mais elle va dans la leur. donc l'indépendance te permet ça. Certes, tu payes des honoraires, mais par contre, après, toute la perf, elle est pour toi, quoi. Ouais, je trouve que c'est top, parce que tu sais, c'est rigolo. Bon, le podcast va déjà partir en freestyle, mais c'est parti. On avait notre dernier coaching, la parenthèse indépendance. Donc, on fait ça 4 fois par an. On reçoit des investisseurs et on les coach sur leurs futurs investissements, sur leurs finances perso. Et c'est ce que je leur expliquais, que les intérêts composés, ça marchait dans les deux sens. Et si tu as des produits où tu te fais piquer 3, 4, 5% de frais d'entrée parfois au départ, et que derrière, tu as 2% de frais de gestion par an, et parfois même plus. Et versement mensuel aussi, les frais sur versement mensuel. Ouais. Tu te retrouves avec une boule de neige exactement qui va dans la poche de ton conseiller, et pas dans la tienne. Moi, j'illustrais ça, tu sais, si un navire il dévie son cap de 1% par jour, bon, tu vois, au bout de 2-3 jours, c'est pas grand-chose, mais au bout de 90 jours, il a fait demi-tour, quoi. C'est ça. Mais enfin, là, je vais un peu imager la chose de manière concrète, mais je suis en train de faire un article vraiment bien sur mon site là pour vraiment essayer d'éduquer les gens là-dessus. Et j'ai trouvé un site de l'AMF, hein, qui est plutôt connu, je pense, où maintenant tu as des simulations, en fait. Ils te simulent, en fait, avec, en gros, ils te disent X euros versés par mois à telle performance avec tel frais. Ils te disent, en gros, quel est ton capital final total, et ils te disent quel est le montant des frais. Wow. Et j'ai fait des simulations, donc, que je suis en train d'imager. Alors, je te dis des chiffres rapides, hein, c'est vraiment pour imaginer un peu le truc. Et si t'épargnes 300 euros par mois, donc ce que je pense à la portée de la majorité d'entre nous, de ton audience, 300 euros par mois que tu places avec un placement à 9% brut, donc ce qu'on peut potentiellement espérer avec un investissement en bourse si on s'en tient en performance historique, 9% par an, 300 euros par mois avec un capital de 0 initial. Et pendant 30 ans, le capital total final sera de 550 000 euros. Magnifique. T'enlèves les frais. Alors, et j'ai mis en simulation 3% de frais sur versement mensuel et 2% de frais de gestion annuels. Et c'est tout, hein. J'ai pas mis de frais de sortie, j'ai pas mis de frais d'entrée, j'ai mis que le minimum, c'est ce qui est classique sur une assurance vie. Et ben ton vrai capital n'est pas de 520 000 euros, mais de 330 000 euros. Mon Dieu. Donc t'as entre, je crois, 180 200 000 balles qui partent en frais, quoi, tu vois. Et voilà. Vu qu'on en parle, je trouve que c'est intéressant, vu que j'ai les chiffres en tête, hein, j'en profite pour te les dire, pour voir un peu l'impact, en fait, que qu'ont les frais récurrents, en fait, sur des placements. Mais c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Je reparlais du PEA aussi avec nos coachés, en disant que quelque part, quand ton PEA est mature et que tu as que 17,2% d'impôts à la sortie, les prélèvements sociaux, c'est mine de rien le petit paradis fiscal français. Et sans oublier que, alors moi je suis plutôt dans des stratégies d'investissement long terme, tu vois, d'acheter un ETF tous les mois et de, on va dire entre guillemets, jamais le revendre, sauf à la retraite. Mais si tu fais aussi de l'achat-revente au sein du PEA, t'es pas taxé. T'es taxé que quand tu sors. Donc, pour faire une boule de neige, là, c'est comme si tu faisais une boule de neige. Quoi. C'est magnifique. C'est le top, ouais. C'est magnifique. Et par rapport à des gens qui font du trading, parfois sur des actions américaines, sur un compte titre,
Mais là, tu as les impôts, les frais de courtage à chaque fois. Enfin, c'est la boule de neige, elle est un peu plus longue à mettre en place, quoi. Il faut faire de sacrées performances pour rattraper tous ces frais, quoi. Mais intéressant. Mais là, on part déjà en sucette. Bah, tu m'as chauffé, là. Tu m'as parlé de frais, tu m'as parlé de dire que j'étais un CGP et tout. Moi, j'ai un peu du mal avec j'arrive pas à me considérer comme CGP, tu vois. Je suis bizarre, je sais. J'ai les habilitations pour, mais. Ouais, mais en tout cas, moi, je suis pour la façon dont tu le fais. C'est pour moi, quelque part, la seule bonne façon parce que tu es vraiment impartial et tu aides vraiment les gens de la meilleure façon dont ils doivent être aidés. Et c'est important de le dire. Merci, c'est gentil. On va reprendre depuis le début. C'était quel genre d'enfant, Thomas? Quel genre d'enfant c'était? J'ai grandi plutôt dans une famille, je veux dire classe moyenne. Un père instit, une mère secrétaire médicale. Plutôt bon élève. Je me suis toujours pas trop mal démerdé à l'école. J'ai fait un bac S, après puis je savais pas quoi faire de ma vie, donc j'ai fait un UT dans le scientifique. J'étais pas trop mauvais, donc j'ai réussi à arriver en école d'ingé parce que j'étais pas trop mauvais, mais j'ai pas du tout fait ça par passion, mais plus parce que a priori c'était pas trop mal payé, puis ça reste dans le scientifique. Donc on va dire plutôt bon élève. Après, alors parce que là je vais peut-être un peu vite, tu vois, je parle déjà de mes études et tout ça, mais on va dire quoi dans mon enfance, on va dire non, mais j'étais plutôt quelqu'un de bien serein, on va dire, j'ai jamais manqué de rien, on va dire en termes d'argent. Par contre, on roulait pas non plus sur l'or. Dans le sens où voilà, on était bien, on avait une maison et tout, il n'y avait pas de souci, mais bon voilà, on n'a pas non plus fait mais mes parents, mon père était prof et ma mère secrétaire, donc on n'avait pas des salaires mirobolants. Mais par contre, un truc peut-être important, alors peut-être je brûle les étapes, mais mes parents n'ont jamais géré leur argent, tu vois. N'ont jamais géré leur argent et aussi n'ont jamais investi leur vie. Leur seul patrimoine aujourd'hui, c'est la maison. Je sais bien parce que du coup, je leur ai fait ouvrir une assurance vie il y a pas longtemps et tu sais, on a dû faire ils demandent tout ton patrimoine, donc j'ai pu un peu savoir. Et voilà, je sais qu'à l'héritage, j'aurai rien, tu vois. Alors, c'est bien, ça pousse à se bouger. Ah ouais, non, mais je m'en fous et je comptais pas du tout dessus. Bien sûr. Mais voilà, tu sais qu'en fait, parce que je m'en doutais un peu, voilà, mes parents n'ont jamais investi dans l'immobilier, pourquoi pas, mais ils n'ont jamais investi en bourse, ni en SCPI, en rien. Voilà, ils ont leur patrimoine immo qui est la maison, comme au final, je pense, une majorité des Français, en fait. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on va dire que j'ai pas eu une éducation financière qui m'a poussé à m'intéresser à l'investissement, à gérer mon budget, quoi. J'ai vraiment été autodidacte et voilà. Et je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir cette éducation financière à la maison, parce que tu vois, moi, ma maman, elle s'occupait de la maison, elle était mère au foyer, et mon père était entrepreneur de travaux publics, mais c'était un très bon entrepreneur, je pense, mais pas investisseur, par contre. Tu vois, on avait l'entreprise, on vivait bien, mais on n'investissait pas, enfin, mon père n'investissait pas vraiment à côté, quoi. C'était tout dans l'entreprise. Et c'est toi, finalement, qui a été autodidacte sur ce sujet-là, finalement, quoi. Ouais, complètement. J'y suis venu après par la force des choses parce que je me disais, quand je voyais des gens qui avaient des trucs qui pour moi étaient impossibles à se payer, tu vois, à l'époque, je me disais, j'aimais bien les voitures, tu vois, quand je voyais une Ferrari, je me disais, ça coûte 200 000 euros. Je dis, pourquoi ça coûte aussi cher? Qui peut acheter une voiture qui coûte 8 ans de salaire, par exemple, tu vois, ou 10 ans de salaire? En fait, tu réfléchis que ces gens-là, ils n'utilisent pas le même levier que toi, en fait. Ils font pas du VTT avec le même braquet, quoi. C'est ça. Il y a des astuces. Et j'y suis venu un peu comme ça. Et donc on continue. Tu prends tes études et tu me disais que tu n'étais pas passionné particulièrement. Tu savais pas ce que tu voulais faire plus tard. Ouais, j'y suis allé. Ça a vraiment été un... Tu sais, quand tu choisis, en gros, on va dire la voie après le bac et tout, ça a plus été un phénomène d'exclusion que de passion, tu vois. Ça a été, non, mais je veux pas ça, donc je vais plutôt dans ça, c'est le moins pire. Et pareil pour l'école d'ingé, tu vois, j'ai pris le moins pire à chaque fois. Et donc arrive ce qui devait arriver, c'est que je fais mon premier taf. Alors, je te passe un peu les détails, mais entre-temps, j'ai aussi un peu voyagé. Voilà, je fais 1 an en Australie, je suis revenu, j'ai eu mon premier taf. C'est quand même drôle parce que tu sais, moi, j'ai fait un IUT dans les sciences. Je suis allé en école d'ingénieur un peu par dépit. Alors, j'ai beaucoup aimé les 2 dernières années parce que j'adorais quand même les sciences. Et quand j'ai fini, je suis parti vivre 1 an en Écosse, tu vois. Et après, j'ai eu mon premier taf. C'est rigolo, les similitudes, quand même. Mais quand je t'avais interviewé, je crois qu'on avait discuté que ton parcours ressemblait étrangement au mien. C'est ouf, hein.
Ouais. Et donc voilà, après l'Australie, c'était vraiment pour apprendre l'anglais, voilà, pour avoir une expérience. Je suis revenu, je trouve un taf, voilà, je commence mon premier taf en ingénieur. Alors je mets ingénieur un peu avec des guillemets parce que, enfin, je sais pas si les gens sont, enfin voilà, il faut connaître un peu le domaine, mais j'étais en ce qu'on appelle des SS2I, donc des boîtes de presta où tu n'es pas directement en entreprise, en fait, t'es vendu à l'entreprise pour faire une mission. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça et bon, cool, mais pas passionnant, tu vois, très loin de là. Tellement que au bout d'un an, je dis bon ok, en fait je vais remettre de côté, je vais me rebarre en voyage. C'est ce que j'ai fait. J'ai remis de côté, je suis reparti 1 an en Amérique du Sud. Ok. Ouais. Donc j'ai réitéré le truc. Puis 1 an après, je reviens. Puis au final, c'est une sorte de rat race qui va encore plus loin, tu vois, parce que tu vois, la rat race, comme on la connaît, c'est le fameux métro boulot dodo, t'as ton salaire qui tombe, qui te sert à payer tes factures, machin, et tu recommences. Et là, c'était un peu pareil, mais avec les voyages, tu vois. Genre, je fais un voyage, je reviens, je travaille, j'économise, je me repaye un voyage, je reviens, je repars de zéro, et c'est quand je suis rentré de ce deuxième voyage en Amérique du Sud, là, du coup, j'avais été muté à Paris. J'avais gardé la même boîte, j'avais été muté. Et donc au final, je reprends un taf vraiment dans exactement le même, enfin pas exactement, mais le même type de travail. Je me dis, en fait, je pourrais pas faire ça éternellement. Moi, ce genre de métier ne me plaît pas. Il faut que je trouve une autre solution, quoi. Il faut que je trouve une autre solution. Bon, il se trouve que avant même de penser investissement, je sais pas si c'est intéressant pour les gens, mais je suis musicien. Voilà, je fais de la guitare. Et donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a les guitares en fond. Ouais, voilà, ce qui voit. Donc voilà, quand j'étais sur Paris avec un pote, avec un groupe de potes, on avait un groupe qui tournait un petit peu, donc on avait un peu l'espoir, tu vois, que ça perce. Bon, ça n'a pas percé, mais bon, reste une expérience fabuleuse, autant humainement que tout ce qu'on a pu accomplir. Mais arrive le moment où voilà, financièrement, la musique ça payait pas, donc qu'est-ce que je fais, quoi? Je peux pas rester. Donc et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était liberté financière, fin de rat race, tout ça. Et de là est venu, en gros, le début de l'investissement. Donc, ça a commencé en 2017. Ok. Et voilà, c'était vraiment ce contre-coup de, je reviens de mon deuxième voyage. En fait, oui, je peux repartir voyager dans 2 ans, mais en fait, je peux pas faire ça jusqu'à 50 ans, quoi. Ouais, il y a une part de fuite quelque part là-dedans. C'est ça, c'est complètement une fuite de la réalité. Et je me dis, en fait, si je place, j'ai compris après que si je plaçais intelligemment mon argent, en fait, je pourrais avoir des revenus passifs qui pourraient me permettre de dégager du temps pour me permettre de voyager si j'en ai envie, de m'occuper de mes enfants plus de temps si j'en ai envie, de faire plus de sport si j'en ai envie. Bref, voilà, tu connais la chanson et je pense que tout le monde la connaît. Mais voilà, j'ai eu ce déclic-là en 2017. Mais c'est important, tu sais, de le rappeler à chaque fois parce que c'est sûr que moi, je m'en souviens à l'époque, j'avais tapé comment devenir riche sur Google, sûrement comme beaucoup de monde. Hein. Comme beaucoup de monde. Et où j'avais lu en premier le bouquin d'Olivier Seban à l'époque, même avant Père riche, Père pauvre, qui s'appelait Tout le monde mérite d'être riche, et où j'avais commencé à comprendre. Et c'est rigolo, on pourra en parler dans ce podcast, tu vois, mais où il parlait aussi de l'investissement en bourse, en ETF, et de la magie des intérêts composés et du temps qui passe. Et en fait, il faut vraiment le faire pour de vrai, son DCA, son investissement mensuel, pour le mesurer aujourd'hui. Et au moment où on enregistre ce podcast, en mai, on commence à revoir un peu la bourse qui était un peu moribonde depuis 18 mois, commencer à repartir un peu. Alors, on verra ce que ça donne. Mais c'est vraiment sur des périodes aussi longues que tu te rends compte à quel point c'est puissant tout ça. Et voilà. Surtout quand tu dézoomes en fait. Bien sûr. Parce que quand tu regardes les 2 dernières années, tu te dis bof. Parce qu'en même temps, 2021 était une année un peu exceptionnelle aussi. Ouais. Mais quand tu dézoomes et que tu vois depuis les années 90 ce qui s'est passé, ça va quoi. Mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés et finalement peu d'élus, parce que maintenir cette discipline sur aussi longtemps, c'est le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Arriver en fait à accepter alors ça paraît peut-être un peu technique, mais accepter la volatilité court terme pour comprendre que c'est l'investissement long terme qui est gagnant, quoi. Ouais. Et c'est le plus dur. Et je suis le premier à des fois à me chier dessus de faire mon DCA quand ça a pris moins 30%, quoi. Ouais. C'est pas facile, tu vois. Il faut le dire, hein, c'est pas facile de se dire ok, mon ETF il a pris moins 30%, je continue mon investissement mensuel parce que j'y crois, parce que je suis convaincu. Et c'est facile dans la théorie. Quand tu dézoomes, tu dis oui, c'est une belle courbe haussière, mais quand tu te prends un moins 20, moins 30, c'est pas facile. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'investis avec mes sociétés. Je fais toujours mon DCA boursier tous les mois sur mon ETF. Et donc, sur la société, je suis sur un ETF Monde. Et ma comptable, il y a une année,
me dit ah bah dites donc, vous avez vu tout ce que vous avez mis cette année, bah on est en négatif. Faudra regarder ce qu'on fait de cet investissement boursier. Laissez, c'est du long terme. Il faut regarder, il faut dézoomer et tout. Et c'est vrai que tu parlais de volatilité pour ceux les moins expérimentés là-dessus. La volatilité, en fait, la bourse, elle traduit la psychologie des foules quelque part et pas tout à fait la valeur intrinsèque de l'indice sur lequel on investit. Et donc, ça peut faire des fois, quand il y a des mouvements de panique, des gros écarts. Alors que si on dézoome, depuis combien de temps ça fait que la bourse existe? 170 ans peut-être. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. On a du recul sur le fait qu'elle monte. Donc, ça ne veut pas dire que ça présage les performances passées, ne présage pas des performances futures. Mais voilà, ce que je veux dire en tout cas, c'est que pendant 18 mois où on investit sur un actif qui est en train de baisser, psychologiquement, il faut être bien accroché. Mais par contre, quand ça repart, on est content d'avoir chargé sur toute cette période. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du DCA, tu vois, justement, en final, en fait, moi, ce que je trouve l'intérêt dans le DCA, alors, pareil, je traduis peut-être ceux qui connaissent pas, DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Average, et ça veut dire, en gros, investir à une même période donnée, la même somme sur le même actif, en gros. Donc, c'est-à-dire investir bêtement à la hausse comme à la baisse. Et c'est au final tout l'intérêt du DCA, c'est que t'es content quand ça monte, mais t'es aussi content quand ça baisse. Oui. T'arrives à être content tout le temps. C'est ça, c'est ça. Alors, encore faut-il peut-être préciser que le DCA n'est pas non plus pertinent sur tout, hein. Faire attention, c'est pas parce que selon moi, en tout cas, sur du stock picking, ce n'est pas forcément une bonne idée. Non. Et sur certains ETF, même thématiques, parce que tu peux moyenner à la baisse jusqu'à l'infini aussi. C'est aussi une probabilité avec le DCA, donc il faut quand même faire attention. Ouais, on est d'accord. En tout cas, à mon sens, ça fonctionne sur des indices qui sont très très larges. Un MSCI World, par exemple, un indice S&P 500, des indices qui sont aussi larges, ça fonctionne forcément que... Beaucoup mieux que sur un ETF thématique ou une action unique, quoi. Ouais. Et on est d'accord. Donc, on arrive on dérive pas mal, hein. Ouais, on dérive pas mal. Mais alors... Mais c'est ça qui est bon entier. Les auditeurs d'une vie de liberté, des fois, sont habitués à mes digressions et à mes parenthèses dans les parenthèses. Ouais. Mais bon, ça fait aussi partie. Je suis un peu responsable aussi, hein, je t'aide pas. Non, c'est parfait. Donc, on en arrivait à tes premiers invests où tu t'es dit, il faut que j'ai compris qu'on pouvait faire des revenus passifs. Par quoi tu démarres, du coup? Je commence par l'IMO. Ouais. Premier achat immobilier, j'habite sur Paris et Paris c'est très cher, donc je veux me rassurer en disant je vais investir dans ma ville que je connais, qui est Marseille. Alors je vais venir d'à côté de Marseille, mais on va dire je connais pas mal la ville et donc je me dis je vais investir là-bas et pas le plus pertinent quand c'est un premier invest parce que faire les visites et compagnie c'est pas simple, mais je te passe les détails des allers-retours et compagnie, des services que j'ai demandé aux potes, mais j'ai réussi à l'acheter. Ça n'a pas été mon meilleur invest de très loin, ça a même été mon invest test où j'ai essuyé les plâtres, clairement. J'ai fait plein de conneries. Heureusement, c'était un studio, donc j'ai limité un peu la casse. Mais voilà, j'ai fait une belle petite boulette qui m'ont appris énormément. Ensuite, en parallèle, avant d'enchaîner les investissements, j'investis aussi, je commence l'investissement en bourse et en crypto. Ah oui, directement. Ouais. Cash, par pas de temps. Ok. Alors avec des petites sommes pour commencer, je suis entré dans les cryptos en novembre 2017, donc début du bull run, enfin milieu du bull run peut-être 2017, donc j'ai connu un x2 x3 en un mois, donc c'était assez fou. Mais vu que j'y connaissais rien, quand j'ai pris moins 80%, ça m'a piqué un petit peu, mais j'ai appris énormément aussi parce que je n'ai pas vendu, j'arrivais à ne pas vendre. Ouais, ah bien. Et j'ai même remis un peu des billes en 2018-2019, pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'en 2021, on va dire, je sois content. Ouais, donc c'est top. C'est le bon mindset dans ces moments-là. C'est ça. Et après, j'ai enchaîné, j'investissais régulièrement en bourse. Et puis, j'ai enchaîné Alors, sur l'IMO, moi, j'ai été un peu plus lent que toi, que pas mal d'autres investisseurs. Attends, moi, j'ai mis 12 ans, hein, moi. C'est que j'ai commencé. J'ai commencé vraiment très lentement, 10 ans avant toi, presque. Donc, on n'a pas le même âge non plus. Hein. Ouais, mais moi j'interviewe des gens sur mon podcast qui achètent genre 20 lots en 5 ans, tu vois. Moi je sais que j'aurais pas pu faire ça, tu vois. Enfin, c'est possible, tout est possible, tu vois, mais moi on va dire j'avais pas la personnalité, j'ai même pas l'envie de le faire en fait. Donc, bien sûr. Et donc j'ai investi sur mon deuxième appart en 2019 et le troisième en 2021 et puis
Puis je me suis arrêté là pour le moment et ça me convient très bien en fait. mais tu sais que j'en parlais encore, pareil, on va reparler des coachings, mais avec des gens qui culpabilisent de ça justement. Et tu vois, moi je leur expliquais que j'ai jamais fait de trucs, d'investir autant. Moi j'ai toujours vu ça comme un marathon. Par contre, il y a une seule année, c'est l'année où je me suis séparé, malheureusement en 2015. Et si, en fait, j'ai acheté à la fin de l'année. C'est 2016, l'année d'après où j'ai pas acheté. Mais sinon, j'ai acheté des biens depuis 2008. J'ai acheté tous les ans. Mais il n'y a pas un an où j'en ai acheté 10 d'un coup, quoi. Enfin, j'ai toujours fait au fur et à mesure. Et il vaut mieux voir ça un peu comme le décès en bourse, finalement. Je sais pas ton avis là-dessus, mais plutôt comme un marathon, en fait, où toute ta vie, tu vas être régulier, que des fois faire un sprint et puis ne plus investir derrière ou se casser la figure. Il n'y a pas de règles. Mais... Ouais, complètement. Puis après, je pense que c'est aussi adapté aux personnalités de chacun. Ouais. Il y en a qui sont chauds, vénères et qui ont aussi la capacité d'endettement et voilà, qui arrivent bien. Moi, je sais que ça convenait à ma personnalité et puis à ma situation aussi, parce que voilà, j'ai changé plusieurs fois de taf, donc il y a toutes les périodes d'essai qui, voilà, puis. Mais on va dire que moi, d'avoir fait comme ça, je regrette pas parce que je trouve que ça me correspond et maintenant que je me connais, tu vois, je gère 3 biens immobiliers, je sais que je suis pas fait pour avoir 20 lots, tu vois. Je sais que c'est pas pour moi en fait. Ouais, on en parlait en off un peu avant le podcast. Que mes petits soucis de ce que j'ai en ce moment. Alors pas des gros soucis, mais voilà, c'est des petits trucs, la charge mentale, voilà. Enfin, que moi je sais qu'avec 3 ça va, moi en avoir 15 ou 20 à gérer, je sais que c'est pas pour moi quoi. Mais en fait, tu arrives à un stade après où tu es obligé de déléguer. Moi, au maximum, j'en ai eu 26. Je suis redescendu à 15 parce que j'ai fait des gros arbitrages et je suis en train de redépasser les 20 là. Et comme je te disais, je crois qu'il n'y en a que 2 que j'ai encore en direct parce que les locataires étaient en place et du coup, j'ai continué comme ça, mais que je pense que dès qu'il y a un changement de locataire, je remettrai en agence où tu peux pas tout gérer. Et moi, je suis un peu comme ça, la charge mentale des locataires. Je pense que mon premier invest m'a tellement épuisé. Tu vois, je parlais un peu de la jauge de vie. Voilà, la mienne, ça clignote. C'est ça, dans la zone rouge là. C'est ça. Donc ouais, il faut aller. Qui va piano va sano. Très belle expression. Et le podcast, il arrive à quel moment du coup dans tout ça? Comment t'en viens? Est-ce qu'on peut être passionné de finances perso ou d'indépendance financière, mais de là à prendre un micro et se mettre sur Internet? Ça a été assez progressif finalement parce que on va dire l'invest pur et dur et la liberté financière, tout ça, c'est venu que ça a commencé en 2017, mais je me suis dit, enfin j'ai vite compris que vivre de mes revenus passifs ce sera pas possible avant pas mal d'années et qu'il y avait une étape avant. En fait, j'ai appris la différence entre indépendance financière et liberté financière. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame. Alors, je sais pas si tu seras d'accord avec moi sur la définition, mais vas-y. Mais moi, je te dis comment je la vois. Tu peux la rappeler. Que la liberté financière, c'est quand du coup tes revenus passifs couvrent ton niveau de vie. Donc, c'est-à-dire que si tu ne veux pas travailler du tout, tu ne peux pas travailler du tout. Par contre, l'indépendance financière, ça nécessite quand même de travailler. C'est juste que tu dépends pas d'un patron et que du coup, c'est une activité. Notre entreprise peut suffire pour être indépendant financièrement parce que tu es indépendant, mais pour le coup, tu dois quand même encore travailler pour générer des revenus. Bon, Est-ce que tu es d'accord avec moi sur je partage tout à fait ta définition. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et tu sais que même moi aujourd'hui, après avoir atteint la liberté financière, on va dire, parce que si demain je veux pas travailler, mes revenus passifs, oui, vont couvrir mon train de vie. Mais même pour moi, c'est pas que c'est une utopie, tu vois. Je le dis souvent ça aussi, mais on va dire la liberté financière, seuls les plus motivés y arrivent, parce que ceux qui n'ont pas le goût, ils n'arriveront jamais à l'atteindre. Mais finalement, c'est les plus flemmards qui en profiteraient vraiment, tu vois, pour le coup. Alors que ceux qui ont réussi à l'atteindre, comme c'est un peu des bûcheurs, ils vont toujours faire plus de projets, plus de choses. Ça. Finalement, de toute façon, je connais personne de libre financièrement qui est, au sens propre du terme, rentier, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde qui devient libre financièrement, en fait, comme tu dis, tu craches tellement pour l'avoir, ta liberté financière, que tu peux pas passer d'hyperactif, avoir 18 projets à gérer, 18 biens immobiliers, de l'invest, machin, un projet à côté, à rien du tout, en fait. Ouais. Et je pense que même c'est pas très sain, finalement, de rien faire dans sa vie. Moi, je suis persuadé que le travail fait partie de, le travail, c'est la santé. Il y en a beaucoup qui le disent. Moi, je suis persuadé que il faut travailler. C'est juste qu'il faut arriver
à trouver quelque chose en adéquation avec ce qu'on aime en fait, et pas faire un travail qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent, mais par contre travailler pour un truc qu'on aime. Ouais. Et quand t'es lié financièrement, mine de rien, t'as plus ce côté financier qui te stresse, donc tu peux faire un travail peut-être moins rémunérateur, ou peut-être des projets voilà, qui sont pas rémunérateurs, mais en attendant qui ont du qui sens. te plaisent vraiment, qui ont du sens, qui te plaisent quoi. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé finalement avec cette étape intermédiaire que j'ai en ce moment avec l'indépendance financière, quand j'ai démissionné et que je suis passé à temps plein là sur Investir Simple, c'est que en soi, enfin, la liberté financière, oui, c'est cool si je l'ai un jour, mais en attendant, aujourd'hui, ce que je fais, je kiffe. Trop bien. Et c'est ça le plus important, en fait. Mais vraiment. C'est qu'aujourd'hui, je parle d'une thématique qui me passionne, j'aide les gens, je me sens utile, je suis aligné avec ce que je veux aujourd'hui, contrairement à avant où j'étais un maillon de la chaîne, un salarié, je faisais un truc qui me saoulait. Et là, aujourd'hui, voilà, j'arrive à gagner ma vie avec un truc qui me plaît, quoi. Avec c'est ça, une activité qui me plaît. Enfin, à mon sens, tu vois, enfin, le chemin, il est au moins large, il est plus important que le but, finalement, tu vois. À la fin, bien sûr que c'est cool quand tu arrives à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, mais le plus important, c'est de kiffer en le faisant et de faire quelque chose qui a du sens, qui nous plaît, c'est sûr. Complètement. Et pourquoi ce combat, des finances perso? Moi, je dis un peu combat parce que c'est vrai que dès que tu parles de ça autour de toi, c'est tellement émotionnel, l'argent, que chacun a sa vision des choses. Et comment t'en es venu? Pourquoi cette thématique-là? Ça a commencé progressivement parce qu'à la base, donc du coup, je m'appelais Mon Budget Zen. Donc à la base, j'étais coach budgétaire, j'aidais les gens à mieux gérer leur budget pour qu'ils réalisent leur projet de vie. Et ça, c'est venu en fait, devenu un constat en fait où j'ai constaté que des gens de mon entourage ou de mon travail qui gagnaient à peu près le même salaire que moi, en fait, n'arrivaient pas du tout à se financer leur projet. Ils me voyaient moi partir en voyage, ils ont vu que je m'étais payé deux gros voyages, que même je continuais à voyager après sur des plus petites durées, mais voilà, Japon, États-Unis, machin, enfin voilà, j'ai quand même pas mal bourlingué même sur des petits voyages. Et ils me disaient mais comment tu fais pour te payer ça quoi? Et je leur dis les gars, on gagne le même salaire, c'est peut-être qu'il y a une façon différente de gérer ses finances quoi. Et donc et j'ai constaté que ça et donc j'ai constaté qu'il y avait deux gros points en fait sur lesquels je pouvais vraiment aider les gens. T'avais un côté mindset où changer la façon de consommer, avoir un peu des déclics avec l'argent, réaligner ses dépenses avec ses objectifs, tout ça. Et un côté vraiment plus concret, méthodologie, ou comment on fait concrètement pour gérer un budget, à quelles règles appliquer, quelle appli on utilise, comment on fait pour savoir où part notre argent quoi. Donc c'est parti de ce constat-là où voilà, j'ai constaté un peu au final c'est un manque d'éducation financière, tu vois, c'est rien de plus hein. Et j'ai constaté ça et j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en aidant les particuliers à mieux gérer leur budget. Donc c'est parti de ça. Même si à la base je voulais parler d'invest, je me sentais pas ultra légitime d'en parler parce que j'avais commencé il y a pas si longtemps au début, enfin quand je me suis lancé en 2019, ça faisait que 2 ans, je me sentais pas très légitime et puis même il y a pas mal de petits blocages. Et c'est qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à parler d'invest parce que déjà ma communauté me le demandait, mine de rien, ça venait aussi de la communauté, ils me disaient ouais mais comment si on investit en IMO, en bourse, t'as des biens IMO, comment t'as fait machin. Donc c'est parti de là et j'ai dérivé doucement vers l'invest pour ensuite franchir le grand cap et changer de nom et maintenant parler que d'invest quoi. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que je le vois aussi moi pour certaines choses, on grandit en fait avec notre communauté. Et je pense qu'on reste toujours la même personne, forcément. C'est pas que si je prends une vie de liberté au départ, c'est pas que mon avis il a changé sur certains sujets, parce que mes valeurs restent les mêmes. Mais par contre, où ma vision elle s'est affinée, où j'ai appris des nouvelles choses, des nouvelles compétences, et forcément il y a des conseils que je donne aujourd'hui, j'aurais pas donné les mêmes il y a 4 ans, quoi. C'est sûr. Ah ouais, mais moi, complètement. Et même sur certains véhicules d'investissement, j'ai même changé d'avis complètement sur certains trucs. Au début, je disais non, ça c'est pourri. Puis en fait, j'ai appris à connaître, j'ai investi dessus et j'ai vu qu'en fait, non, il y a aussi des avantages sur ça ou ça. Et au contraire, des trucs que je voyais trop beaux, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des inconvénients que j'ai moins vus. Donc, ouais, complètement. Et c'est c'est en pratiquant. Et même, vu que maintenant c'est mon métier d'en parler, en parlant, tu apprends aussi, quoi. Et grâce au podcast comme toi, tu vois, j'ai été invité de tout horizon, on a parlé énormément de types d'invest. Et j'apprends encore aujourd'hui. Je suis pas omniscient sur l'investissement, j'apprends encore tous les jours, quoi. Ouais, non, mais ça... Et c'est ça qui est cool aussi, hein, c'est de pouvoir toujours apprendre, quoi. Ah, mais c'est sûr. Puis ça fait partie de sa routine quotidienne. Moi, je sais que, en tout cas, puis être passionné, ça aide, on va dire. Hein. Mais tu fais une veille tous les jours, tu tiens au courant, enfin, tu as tes routines. Bien sûr, ouais, complètement. Qu'est-ce que c'est le plus gros blocage que tu as vu dans les gens que tu as aidés sur leur budget? Alors,
ma question elle a deux sens, mais le plus gros blocage ou la plus grosse erreur que font les gens avec leur argent? Je pense que c'est de ne pas savoir pourquoi ils veulent épargner. Ok. On en revient au côté mindset, mais moi j'ai l'impression que souvent en fait, quand tu sais pas pourquoi tu veux épargner, bah, tu feras rien pour le faire. T'auras beau avoir fait ton tableau de budget ou avoir une appli machin, mais si t'as pas de but derrière, finalement il y a rien qui va te motiver à appliquer les conseils. Ouais. Et ça marchait même en coaching, tu vois, où ça m'arrivait de coacher des gens et il n'y avait pas les résultats. Alors il y a quand même la majorité qui avait les résultats, mais il y a certains qui n'avaient pas de résultats parce qu'au final ils savaient pas trop pourquoi ils le faisaient en fait. Ouais. Donc je leur donnais tous les conseils mais ils appliquaient pas. Et donc ouais, je pense que la plus grosse erreur c'est de pas savoir où ils vont quoi. C'est que ils savent pas où ils vont. Pas donner de sens à ce que tu fais, tu sais pas pourquoi t'épargnes, donc du coup bah tu t'épargnes pas quoi. Ouais, c'est ça, ou alors tu sais ce qu'il faudrait faire, mais tu vas pas le faire parce que bah tu dis bon, ouais c'est bon, je m'en fous, je vais me payer ma pain, je vais me payer la tournée à tout le monde parce que bah voilà, on s'en fout. Ouais. Enfin, bon, j'extrapole un peu, mais ouais, c'est souvent ça. Enfin moi, ce que j'ai constaté en fait, c'est souvent ça quoi. C'est le manque d'objectifs précis en fait sur pourquoi tu le fais quoi. Et c'est vrai que c'est tellement difficile. Moi, je l'ai vu aussi. Une courbe de patrimoine, on dit souvent que tu sais, c'est l'exponentielle, quoi. Forcément, au début, c'est super flat. Et puis après, bah, plus tu as d'argent, forcément, hein, si tu as 1 000 € sur tes comptes, tu as beau les placer à 10% par an, tu vas faire 100 balles, quoi. Tu vas te payer Ouais. bon resto à la fin de l'année. Quand tu as 10 000 balles, tu fais 10%, ça fait 1 000 € par an. C'est déjà presque une augmentation de 80 € par mois. Sur un salaire, c'est sensible. Quand tu as 100 000 €, c'est 10 000 par an. C'est presque un mec au SMIC qui te donne son salaire tous les ans, on va dire. Mais par contre, bah, pour arriver à avoir ne serait-ce que déjà 10 000 et après 100 000 € de côté, bah, ça demande une discipline qui va te payer à la fin énormément. Mais des fois, c'est long, en fait. Les gens peut-être manquent d'horizon aussi, je me disais. Ouais, non mais c'est ça, hein. Manque d'objectifs, manque d'horizon. Après là, bon, ça c'est plus conseil sur le côté mindset, mais après t'as aussi des conseils, enfin des erreurs plutôt pratico-pratiques aussi, tu vois, où bah voilà, les gens enfin moi de ce que j'ai vu en tout cas, les gens ils avaient, enfin ça c'est un truc bête, mais ils prenaient jamais le temps de regarder où partait leur charge fixe par exemple. Ouais. Et enfin, juste le fait des fois d'établir un budget, alors ça peut paraître évident pour certains, mais moi j'ai vu le cas tellement de fois où tu fais le listing de leurs prélèvements, mais c'est interminable quoi. Il y a des fois des trucs, ah ouais putain mais ça je l'utilise plus depuis 2 ans, ouais ça faut que je supprime. Et ou alors ils payent encore, je sais pas moi, ça m'est déjà arrivé en coaching de voir quelqu'un qui payait, tu sais à l'époque on avait les forfaits mobiles 2 heures plus appel illimité à 35 €, qui payent encore ça quoi. Oh, purée. Alors qu'aujourd'hui à 10 balles t'as tout illimité. Ouais, quoi. bien sûr. Alors, on parle de petites économies, on est d'accord, hein, c'est pas ça qui va te rendre riche, mais tu ajoutes ça, plus ça, bah, t'économises 100 balles par mois, c'est 1 200 € par an, tu vois. Mais c'est un effort à faire à un instant T pour des économies énormes sur le long terme, tu vois. Mais je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, c'est un exemple que je prends aussi souvent où je dis, avant de remplir ta baignoire, il faut déjà boucher la bonde de fond parce que t'as beau ouvrir les robinets à fond, si la baignoire est pas bouchée, elle se remplira jamais. Et je me dis, on résout jamais un problème de manque d'argent, enfin en tout cas de mauvaise gestion avec plus d'argent. Parce que, je sais pas si tu as déjà vu le cas aussi, mais si déjà tu gères mal avec 1 500 € par mois, alors avec 3 000, des fois tu peux faire des trous encore plus gros qu'avant. Ah mais complètement, et ça, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais étonnamment quand je faisais coaching budgétaire, j'avais autant de gens qui étaient au SMIC ou entre 2 000 et 3 000 € que de gens qui gagnaient entre 5 et 10 000 par mois, Purée. mais qui n'avaient aucune épargne de précaution et qui dépensaient tout autant, voire plus en fait. Ouais. Et il y en a plein qui me disaient non mais le problème c'est qu'il faut que je fasse que j'ai une augmente et ça va passer quoi. Je leur disais non pas du tout. Si aujourd'hui avec 5 000 balles t'arrives pas à épargner, le problème il est pas dans ton augmentation, parce que si tu as augmenté tu vas automatiquement dépenser plus, et enfin il faut que tu apprennes déjà à gérer avec 5 000 €, tu vois. Enfin si aujourd'hui avec 5 000 € par mois t'arrives pas à couvrir tes besoins, c'est que soit voilà tu vis au-dessus de tes moyens en fait. Faut peut-être revoir un peu. Enfin voilà, c'est une erreur que je voyais fréquemment, c'est qu'on peut se dire ouais la gestion de budget c'est que pour les gens qui sont en SMIC, mais non t'as des gens qui gagnent 10 000 balles par mois et qui sont incapables, enfin qui sont à découvert quoi. Et surtout que c'est d'autant plus dommage parce que quand t'as, alors je mets des guillemets, hein, entre guillemets, la chance de gagner 5 000 € par mois, t'as travaillé si tu gagnes ce salaire-là, mais bien sûr.
si tu vises l'indépendance financière, tu peux accélérer tellement plus fort que quelqu'un qui a 1800 ou 1500 euros. C'est ça, et c'est d'autant plus frustrant, moi, que je suis de l'autre côté, où je vois d'autres personnes qui sont à 1005, 1006, et tu vois, on était là à gratter un peu à droite à gauche 2-3 trucs, ils faisaient tout bien, mais voilà, c'était vraiment dur, parce que des fois, c'était plus compliqué, tu vois. Et ouais. Et à 5000, tu dis, il suffit juste d'un choix, tu sais, à arrêter peut-être cette voiture en leasing, et peut-être, ne pas prendre un 200 mètres carrés pour toi seul, et voilà, arrêter de faire n'importe quoi, en fait, juste vivre, voilà. Et après, c'est là où il y a tout le côté psychologique qui rentre en compte, tu vois, comment convaincre, un mec qui pour lui le plus important, alors je dis un mec ou c'est peut-être une fille aussi, qui pour lui le plus important c'est de rouler en Audi RS3 que d'épargner, quoi. Après c'est là il faut arriver à lui mettre en face des choses, voilà, c'est quoi le plus important pour toi, quoi. Est-ce que tu préfères être libre financièrement à 50 ans ou rouler en RS3 jusqu'à 40 ans? C'est ça, c'est vraiment, moi je dis souvent, c'est la différence entre, tu vois, être vraiment riche et paraître riche, quoi. Complètement. C'est ça, ils achètent le paraître, et alors qu'en plus, s'ils étaient un peu patients, ils pourraient faire l'inverse, quoi. C'est ça, exactement. Tu fais les actifs d'abord et ensuite les passifs, et il n'y a pas de mal à vouloir s'acheter une belle bagnole quand t'as les moyens et tout, mais voilà, pas dans ce sens-là, quoi. Quand tu le fais, c'est ça, quand tu le fais dans le bon sens, quel bonheur de te dire que ton RS3 il est financé par tes revenus passifs. C'est ça. Ça s'arrêtera jamais, quoi. Donc, mais ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que ce serait le meilleur conseil que tu peux donner au sujet de l'argent, à contrario? Le meilleur conseil que je peux donner au sujet de l'argent, alors je vais pas dire le cliché de investis sur toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui le disent. Alors je parlais investissement. Tu vois, cette question, j'aurais peut-être dû la préparer, parce que je vais pas forcément dire la chose la plus pertinente, mais je vais me dire ce qui me passe. C'est spontané, au moins. Par la tête. Ouais, moi, c'est spontané. Je dirais, j'ai envie de dire de passer à l'action, mais de manière prudente. Ouais. C'est bien, c'est cool de se former, c'est cool de connaître ta théorie, et je suis le premier à prôner ça, tu vois. Mais je pense que rien ne vaut un vrai investissement avec du vrai argent pour être confronté à ce qui se passe sur le terrain. Je parle d'une part en immobilier. Vaut mieux investir dans un parking ou dans un studio pour commencer, plutôt que de rien faire, viser l'immeuble de rapport et de jamais l'acheter. Ouais. Et avec la bourse, si on fait le parallèle avec la bourse, mieux vaut mettre 20 balles par mois sur un ETF pour commencer, plutôt que de commencer à essayer de trouver le prochain Facebook et de mettre 10 000 dessus et d'étudier pendant 1000 ans, je sais pas quoi, et puis au final, et de voir trop gros et au final de se planter et de regretter, quoi. Mieux vaut commencer avec des petites sommes, doucement, ou des petits investissements, pour se faire la main, pour apprendre, parce que mine de rien, apprendre la théorie c'est bien, mais apprendre en pratique, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus efficace. Ah ouais, c'est certain. Donc ouais, ce serait ça, je pense, mon conseil avec l'argent, c'est passer à l'action avec des petites sommes pour être confronté à la réalité du terrain. C'est super intéressant, et j'aurais pas dit mieux, et je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que quand tu as vérifié que ça marchait sur des petites sommes, après tu n'as plus qu'à te dire je rajoute un zéro derrière et ça va faire pareil, quoi. C'est bon. Mais ouais, non, tout à fait d'accord. Et une question un peu plus philosophique, mais est-ce que tu penses que du coup, on parle beaucoup d'argent depuis le début de ce podcast, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ah, question qui fâche. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ouais, enfin, moi je considère que, alors tu me recadreras si je réponds pas à ça à ta question, mais je vais un peu dériver. Moi je trouve que l'argent est un outil qui permet d'accéder à la liberté. C'est un peu ma définition, enfin comme ça que je vois l'argent. Et vu que selon moi et ma philosophie, la liberté fait le bonheur, que l'argent me permet d'accéder à la liberté et que pour moi la liberté représente le bonheur, je dirais oui. Par rapport à ça, par rapport au fait que l'argent permet l'accès à la liberté, et vu que pour moi la liberté c'est le bonheur, voilà. Je ne vois pas l'argent qui fait le bonheur par l'aspect matériel des choses, la grande maison, les grosses voitures et tout, mais plus par ce que ça peut permettre d'avoir, donc je pense notamment à la liberté financière. Donc voilà, selon moi, oui, en le voyant sous ce prisme-là. Ouais. Moi, je partage ton avis, hein. Quand tu dis, je crois que c'est Médine qui disait dans un de ses textes, l'argent ne fait pas le bonheur, quelle phrase d'enfant gâté. Et il y a franchement un peu de ça. Bien sûr que c'est ce que les gens comprennent pas parfois. Enfin, je veux dire, t'as beau être multimillionnaire ou même milliardaire, tu perds un proche, tu seras triste quand même, en fait. Ça va bien sûr. pas te consoler, quoi. Mais par contre,
pour tout le reste du quotidien. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus simples quand tu as de l'argent que quand tu n'en as pas, quoi. Donc, ça fluidifie même les relations de couple, en fait. Hein. Tu sais, tu le vois d'ailleurs quand tu as dû gérer du budget, mais la plupart des problèmes de couple, ça vient ou de l'argent ou des tâches ménagères. Et quand tu as une femme de ménage qui peut faire quasiment toutes les tâches ménagères, même, tu vois, tu peux même te prendre... Aujourd'hui, c'est pas si cher que ça de commander tes repas en ligne ou fait par un chef pour que ça déleste encore des tâches et que tu as de l'argent pour boucler les fins de mois. Bon, au final, il reste beaucoup, tu as éliminé 80% des sujets d'embrouille, en fait. C'est clair. C'est clair que le ménage et la bouffe, c'est en déléguant, tu économises pas mal de disputes, quoi. Inutile, en plus. Non, mais complètement. Et puis après, je crois qu'il y a plein d'études qui sont sorties que je crois que jusqu'à un moment, jusqu'à un certain niveau, alors je sais plus le montant, je crois de mémoire c'était 5 000 ou 6 000 euros, je crois, que ça contribue vraiment au bonheur dans le sens où ça contribue vraiment à l'amélioration du confort de vie, mais que passé un certain stade, en fait, tu vois plus vraiment la différence. Donc, je pense que oui, quand t'es déjà millionnaire, multimillionnaire, avoir plus, alors s'il y a des projets concrets, pourquoi pas et tout, mais si c'est juste pour accumuler, pensant que ça va rendre plus heureux de passer de 10 millions à 100 millions, moi j'en suis pas convaincu. Je pense pas que ça rendrait plus heureux de passer de 10 à 100 millions. Ça peut être un objectif qui te motive et tout, et ça, dans ce cas-là, pourquoi pas, mais en termes de bonheur pur et dur, je pense pas. Par contre, passer de 0 à 1 million et que le million ait te permettre d'avoir un revenu passif de 4 000 balles par mois, je pense que oui, ça peut contribuer au bonheur parce que ça te libère le temps pour faire tout ce que tu veux et de plus avoir à faire un travail que t'aimes pas, notamment, quoi. Je suis d'accord avec toi. On dit beaucoup l'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Encore une fois, c'est aussi ce que t'en fais. Parce que si tu utilises ton argent pour te payer des passifs qui augmentent tes charges fixes tous les mois, par exemple, et que ça te colle la pression pour pouvoir financer tout ce pataquès, ça peut ne pas te rendre heureux, en fait, te mettre plus de pression. Mais comme tu dis, du moment que tu l'utilises au service de ta liberté, à ce moment-là, c'est merveilleux, quoi. Enfin, je complètement. pense aussi. Ça a été quoi ton plus mauvais choix financier? Mon plus mauvais choix financier, alors tu parles en termes d'investissement, en termes de placement, ou en termes... Écoute, c'est moi, alors j'avais plutôt ça en termes de... Même pas forcément de placement financier, mais tu vois, le plus mauvais choix que tu as fait avec ton argent depuis que tu en gagnes. T'as le droit d'avoir fait que des bons trucs. Hein. Non, je réfléchis. Je dirais peut-être sur la première année où j'ai reçu un salaire, où j'ai fait vraiment n'importe quoi. Enfin, vu que je revenais d'Australie et que j'étais un peu en mode pauvre tout le temps et que j'ai goûté ce que ça fait d'avoir un salaire. Alors je regrette pas trop parce que voilà, j'ai pu aussi en profiter aussi pas mal. Mais ouais, on va dire la première année après, qui a suivi mon premier travail. Alors, j'étais très loin de ce que j'ai compris après sur l'argent, donc j'ai vraiment dépensé dans des futilités, des passifs notamment, quoi. Donc ouais, je dirais ça, peut-être les dépenses futiles qui ont suivi ma première année de travail. Je me demande s'il faut pas passer par là, tu sais, parfois aussi, forcément à un moment. Pour avoir un déclic aussi, quoi, pour comprendre en fait l'importance du truc, ouais, complètement. Ouais, parce que tu vois, si je me remets un peu dans le passé, la première fois où je me suis payé quand j'ai commencé de bosser, j'avais déjà quand même cette conscience, mais j'avais un peu la lutte parce que j'avais un métier où j'étais conducteur de travaux, donc je roulais beaucoup, quasiment peut-être 80 000 km par an. Je me disais, je veux pas les faire en Clio, tu vois. Mais entre la Clio et le 4x4 BMW que j'avais acheté, il y avait peut-être un juste milieu, tu vois, entre les deux. Je suis allé directement sur le 4x4. Et c'est vrai que quand je le roulais et que je me disais que j'avais des mensualités, j'ai eu des mensualités à 1000 balles par mois pour la voiture. Ah ouais. Tu l'as senti passer, quoi. Ouais. Et je l'ai gardé, tu vois, je crois que je l'ai gardé 17 mois, la voiture. Et je l'ai revendue pour acheter une Renault Laguna à l'époque, mais bien plus modeste. Et puis une super caisse, hein. J'ai adoré cette voiture. Elle roulait parfaitement. En tout cas, pour l'usage que j'en faisais, c'était une routière, c'était confortable. Mais tu vois, c'était justement ce juste milieu-là. Mais on va dire, il m'a fallu 18 mois de craquage pour me dire, te rendre compte que le jeu en vaut la chandelle, quoi, tu vois. Et que finalement, tu reportes ta liberté financière d'autant du craquage, quoi. C'est ça. Bah ouais, c'est ce qui m'est arrivé la première année. Alors moi,
ça va. Sur les voitures, j'ai toujours été assez consciencieux. J'ai toujours capté en fait ce truc-là, que c'était un gouffre financier, Ouais. et du coup, je me suis, j'ai jamais eu envie en fait. Avant d'acheter, je savais l'impact que ça avait, et donc j'ai jamais fait cette erreur-là. Donc sur ça, j'en suis Bravo. content. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait cette erreur-là. Et par contre, j'ai des potes qui l'ont fait. Ouais. Mais voilà. Il y en a un paquet. Et à côté de ça, t'es quoi selon toi, ton meilleur investissement? Je dirais, désolé de la vulgarité, de poser mes couilles et de poser ma démission. Ouais. Et que, en gros, d'investir dans ma boîte, quoi. De me lancer. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un investissement, mais moi, je le vois quand même sur un investissement dans la mesure où, j'ai quand même mis de l'argent dans ça, et énormément de temps. Donc, voilà, le temps, c'est de l'argent. Donc, mon meilleur investissement, je dirais que c'est ça, c'est d'avoir pris le risque de me lancer, de démissionner, quoi. Tu l'as eu comment, ce déclic? Ça s'est fait comment dans ta tête? En fait, ça faisait très longtemps. Enfin, depuis que j'ai commencé à travailler, que je savais que je pourrais pas rester salarié toute ma vie. J'ai laissé traîner 10 ans ce truc. Et puis, c'est juste avant le Covid, j'ai commencé à lancer ce truc, enfin, le blog, machin. Et en gros, il y a eu un concours de circonstances qui s'est passé. C'était le 3e confinement, je crois. On est dans 40 mètres carrés avec ma femme à Paris. Et on n'en pouvait plus de Paris. Notre fille venait de naître. Mon truc, ça faisait 6 mois. Je commençais un peu à je commençais à être un peu référencé, à avoir un peu des appels et tout. Et j'ai dit, allez, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et ça me permettait surtout de quitter Paris, en fait. Parce que moi, j'étais embauché à la SNCF. Et à la SNCF, t'es censé rester, tu dois faire 2 postes de 5 ans avant de pouvoir demander une mutation. Ouais, super. Donc, ça a impliqué 10 ans à Paris en plus. Donc, en gros, j'ai dit non, allez, go. Et puis voilà, j'ai franchi le pas et je suis parti. Ça nous a permis de quitter Paris, ce qui était le meilleur choix de notre vie, je crois. C'est vraiment top ce que tu dis, et ça m'entraîne sur une question, parce que tu as bien fait et parce que ça t'a souri derrière. Et c'est rigolo. Alors, je sais pas quand les gens écouteront ce podcast, peut-être un peu plus tard après l'enregistrement, mais il y a pas très longtemps, j'ai sorti un podcast justement sur ironique, tu vois, sur les 10 meilleures raisons de rester salarié. Et grosso modo, je les débunk toutes, et à la fin, tu vois que t'es mieux entrepreneur. Bien que je sais, c'est volontairement ironique, et je fais je me fais mon avocat, parce que moi, je voyais pas le bonheur autrement qu'en étant à mon compte, en étant indépendant. Mais j'ai eu beaucoup de messages de gens qui veulent se lancer et qui osent pas, quoi. Ils ont l'impression que le monde va s'écrouler. Je leur dis, mais pire, tu retrouveras un boulot, tu reviendras en arrière. Mais ça les tétanise. Toi qui l'as fait aussi, quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute et qui ose pas lancer son projet? Je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est toujours de lancer son activité en parallèle du salariat. Parce que ça rassure, en fait. Ça permet de voir si l'idée marche. Ouais. Parce que il y en a plein qui diront pas pareil que moi et qui disent non, vas-y, tu fais tout péter, et puis tu te lances et tout. Mais bon, imagine ton truc, en fait, tu t'es complètement planté, ton étude de marché a été foireuse, enfin bref, et que t'es pas du tout là. Moi, ce qui m'a permis, clairement, de franchir le pas, c'est d'avoir, 1 an avant de démissionner, faire de la création de contenu. J'avais déjà lancé le podcast. Enfin, j'avais fait déjà plein de trucs qui me permettaient de voir que oui, il y avait quelque chose à faire. Oui, je commençais déjà un peu à gagner d'argent. De fait de voir que tu peux gagner quelques centaines d'euros quand que tu travailles le soir et le week-end, tu te dis, bon, si je suis à temps plein, c'est possible, quoi. Donc, moi, je dirais déjà, oui, c'est sûr que ça va te prendre tes soirées et des week-ends. Oui, si t'as des enfants, ça va être compliqué. Mais par contre, t'es beaucoup plus serein aussi le jour où tu démissionnes, parce que tu sais qu'il y a moyen vraiment d'en faire une transition. Et le deuxième, alors c'est plus aussi côté pratico-pratique, mais c'est d'étudier ce qui te permettra d'avoir un minimum financier. Donc, dans l'idéal, rupture conventionnelle. Et dans le pire des cas, maintenant, alors il faut respecter des conditions, et c'est moi ce que j'ai réussi à faire, et pour être tout à fait transparent, c'est ce qui m'a aussi aidé à franchir le cap, c'est que bon, moi j'ai pas pu avoir la rupture conventionnelle, donc j'ai démissionné, mais je suis rentré dans le cadre de la démission reconversion, qui m'a permis de toucher le chômage pendant 2 ans, donc forcément ça aide. Et voilà, on va pas se mentir, si j'avais pas eu ça, je l'aurais peut-être fait, je dis pas que je l'aurais pas fait, mais clairement, ça m'a beaucoup aidé à prendre la décision, quoi. Alors certes, oui, j'ai perdu en salaire, évidemment, j'ai perdu 30 ou 40% de mon salaire, mais en soi, je m'en fous, parce que j'avais un minimum qui me permettait de vivre, et tout ce que, après, ce que je gagnais en plus, c'était avec la boîte. Alors après, tout un truc avec le Pôle emploi, enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer, mais
voilà, il faudra, je laisserai les gens regarder, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a quand même une loi qui est passée en 2018 qui permet de pouvoir démissionner sur le chômage. Alors, sous certaines conditions, hein, il faut que tu aies 50 CDI d'affilée Oui. et que tu aies un projet qui soit reconnu comme sérieux et solide. Alors, je sais plus comment appeler ça, mais voilà, quoi. Si tu as un projet de création d'entreprise, tu peux être aidé par l'État et ça, c'est quand même important de souligner parce qu'on critique beaucoup l'État, mais Je suis il y a d'accord des bonnes avec toi. choses aussi. Donc, voilà. Ouais, Ça, c'en est une. c'est exactement ça. Moi, je dis tout le temps, on paye beaucoup d'impôts. Alors, déjà, quand tu es salarié, t'en payes encore plus qu'un entrepreneur, même si tu les vois pas parce que tu as l'impression que c'est ton patron qui les paye, mais c'est ton travail hein, qui part aux impôts. Faut pas oublier. Mais en tout cas, quand tu veux te lancer en France, c'est quand même un mécanisme qui est magique. Et ça, faut le souligner. Si tu veux partir de zéro, que t'as pas réussi à avoir ta liberté financière avant, parce que ça peut aussi prendre du temps, et puis la vie passe vite, et on disait le chemin est important, et que tu veux te lancer tout de suite, c'est pépite, quoi. Tu peux avoir 2 ans pour lancer ton business, créer ta trésorerie, créer ton fonds de roulement, sans avoir à taper dans les caisses de ta boîte. T'es pas obligé que ça marche tout de suite, ça te laisse de la latitude pour démarrer ton projet. Ça, c'est quand même vraiment trop bien, quoi. Ah, mais complètement, hein. Franchement, c'est, clairement, ça m'a énormément aidé à prendre la décision. Et puis, et de toute façon, au pire, c'est ce que je me dis, tu vois. C'est ça, je l'ai appris un petit peu avec voilà tout ce que j'ai appris sur le mindset aussi. Mais tu sais, toujours te poser la question quand c'est un choix très difficile, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. C'est quoi vraiment le pire? Tu vois, t'essaies de vraiment toujours voir la situation la pire. Le pire qui peut arriver, selon moi, c'est ouais, ça marche pas, j'ai pas assez pour me payer. Et quoi? Je retrouve un travail de salarié. C'est ça. Ça fait chier, mais en fait, je retourne dans la situation que j'ai quittée avant. Donc en fait, ce sera pas pire qu'avant. Ouais. Donc T'as tout dit. donc voilà. Et donc voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Je pense Ouais, que c'est... je suis tout à fait d'accord. Et donc aujourd'hui, à quoi ça ressemble tes journées de taf, tes journées de travail? Alors c'est un peu le bordel. Je suis j'ai appris la dernière fois, c'était un séminaire de je sais pas trop quoi, de podcast, non, c'était avec dans un séminaire de business. J'avais un gars là qui s'appelle Romain Collignon, je crois, je sais plus comment bref, j'avais adoré son intervention, et il donnait des idées de planning, et je trouvais ça génial, quoi. T'avais en gros 3 ou 4 demi-journées où t'es en mode focus à fond, où c'est vraiment la grosse, là où t'es vraiment chaud, 3 ou 4 demi-journées on va dire de tâches secondaires du style administratif, tout ça, et l'autre repos. Et en gros, il a préconisé de découper ces journées comme ça. Donc j'ai essayé de le faire, et je m'y tiens évidemment pas du tout. Mais ce que j'essaye de faire, c'est qu'en gros, le matin, je suis sur la partie création de contenu, vraiment là où je suis le plus créatif. Ouais. Donc création de contenu, ça veut dire enregistrement de podcast, création de formation, création de comptes contenu sur les réseaux, tout ça. Et puis l'après-midi, plutôt appel avec les clients, plutôt appel avec les partenaires, les sponsors, ou gérer le site, ou les choses administratives. Aujourd'hui, en tout cas, j'essaye de gérer le business de cette façon. C'est pas toujours simple. Hein. Ouais. Et moi, je sais pas si tu as cette tendance. Moi, j'ai toujours tendance à mettre trop de trucs en fait dans mes journées. Je remplis chaque quart d'heure, on va dire, ou chaque heure, et j'ai souvent peu de place à l'imprévu. Et depuis maintenant quelques mois, je me laisse toujours une demi-journée par semaine où j'ai rien, et j'ai pas le droit de mettre du travail. Donc, mais en pleine semaine. En pleine semaine. Une après-midi en pleine semaine. C'est souvent le mercredi après-midi ou le jeudi après-midi, et où je prends rien, et je fais, on va dire, ce qui me fait plaisir. Donc, il y a quand même des fois où j'ai bossé parce que j'étais vraiment en retard, ou alors essayer de bosser à moitié. Mais souvent, tu vois, où je vais faire du vélo, mais j'essaye de me garder une après-midi, et des fois qui aide aussi à gérer des imprévus parfois, mais de garder un peu de temps. Et c'est pas toujours simple. Alors c'est pas toujours simple. Et puis moi alors ça c'est un problème, je pense, d'état d'esprit aussi, hein, mais des fois j'ai la culpabilité, tu vois, aussi. La culpabilité de me dire, putain, j'ai pas bossé cette journée ou cette demi-journée. Ouais. Et donc du coup, c'est du potentiel chiffre d'affaires ou du potentiel développement que je mets pas en place. Et je sais pas si toi ça te le fait, ça, cette culpabilité de se dire, ouais, c'est cool, je me prends la demi-journée, mais en fait, mon truc il tourne pas encore de ouf. Donc est-ce que voilà, ce serait pas plus sérieux de vraiment de remplir mes journées mais après je pense pas en réalité que ça fasse une énorme différence, mais tu vois. Mais tu peux pas en plus, puis t'es obligé de te mettre des limites. Alors tu vois, ça a été après 4 ans à la maison, depuis que j'ai lâché mon ancienne boîte, on reprend des bureaux. Donc dans 1 mois et demi, j'aurai des bureaux, il y aura plus mon super décor derrière, ce sera un autre décor où on va faire aussi un studio de podcast sympa, un vrai studio de podcast, plus une pièce où on pourra recevoir aussi nos clients, tu vois, sur vraiment ma partie
business physique, du marchand de biens. Mhm. Je peux recevoir mes agents IMO, mes clients. Et je trouve que c'est chouette. Et mon but, c'est d'arriver à laisser mon travail là-bas. Et Ouais. de ne pas le Séparer vie ramener à la pro maison. perso, quoi. Ouais. Ça, j'avoue que ce serait pas mal. Moi, j'en suis encore loin, mais c'est un objectif très lointain pour moi, mais je le comprends que, enfin voilà, toi, si tu peux y arriver, c'est vraiment trop bien finalement d'arriver à vraiment distinguer les deux, quoi. Ouais, et je me rends compte, c'est compliqué parce que quand tu es passionné, c'est difficile. Moi, j'avoue que parfois, j'ai jamais l'impression de travailler. En fait, pour moi, c'est juste ma vie. En fait, je fais ce que j'aime. Mais voilà, on a des proches aussi. Et puis, il y a des moments où il faut leur consacrer à eux. Et moi, je sais pas, sur une bonne journée, ça m'embête pas tu vois, d'avoir un coup de fil de boulot pour un bien IMO à visiter ou de répondre à des questions de gens sur Instagram. Ça me gêne pas. Mais par contre, pour les gens qui m'entourent, il y a des fois, ils me disent, c'est bon, pose ton téléphone, quoi. Et en fait, c'est eux qui ont raison. Et on va voir si j'arrive à remettre plus d'ordre là-dedans. J'ai lu un petit exclu pour tes auditeurs. Bon, je sais pas si c'est une vraie astuce, mais je suis tombé sur une chaîne YouTube. Alors, je le connais pas, hein, donc je lui fais de la pub gratuite. Hein, il s'appelle Léo Duff. Je sais pas si tu connais ce gars. Oui, alors attends, je crois que j'ai vu une vidéo de lui sur TikTok il y a pas longtemps, si je me trompe pas. Où il mettait une tarte à TikTok et c'était bien fichu. Ah ouais, mais c'était magique. Franchement, ouais, regarde là sa vidéo sur TikTok, elle s'appelle, enfin sur YouTube en tout cas, ça s'appelle Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. C'est celle que j'ai vue. Ouais. C'est ouf. Moi, je trouve que c'est tellement criant de vérité que voilà. Alors pour le coup, c'est pas de cette vidéo que je vais parler. C'est une autre vidéo sur laquelle que j'ai découvert et qui s'appelle en gros comment l'astuce, enfin un truc super, un beau titre putaclic, hein, qui dit l'astuce qui va faire que qu'en gros t'arrêteras de toucher ton téléphone, quoi. Et alors je suis en train de la tester, hein, donc je peux pas te dire si ça marche vraiment, mais c'est toucher une fonctionnalité. Alors ça, je te fais gagner 10 minutes de regardage de vidéo, mais c'est de mettre ton téléphone en noir et blanc. Ouais. Parce que il explique en fait, alors il explique avec les études scientifiques, en gros c'est les couleurs, hein, tous les logos, tout ça sont faits pour attirer l'œil, machin. Et a priori, alors c'est pas magique, hein, tu vas pas arrêter de toucher ton téléphone, mais tu peux baisser l'utilisation de 15-20% sur certaines applis, parce que ton téléphone quand il est en noir et blanc, il est terne en fait, tu vois, il donne pas envie d'aller checker certaines applis. Donc je suis en train de tester ça, je sais pas si ça peut t'aider, je sais pas si ça peut aider ton audience, mais tu sais que je l'ai fait parce que à une époque, c'est Antoine BM qui avait donné cette astuce. Okay. Et je l'ai fait à une époque où j'étais pas du tout, j'avais encore ma boîte de TP, tu vois, j'étais loin d'internet et ça marchait vraiment bien parce que du coup tu vois plus les notifs en rouge, c'est en noir et blanc, donc ça c'est moins clinquant. Mais aujourd'hui, vu que mon téléphone c'est l'outil de travail et qui sert à me filmer et à tout le reste, et ben ça me fait à chaque fois, je l'avais gardé, mais changer, remettre en couleur et tout. Donc voilà, mais j'hésite pour mon studio. Alors après, moi, je le fais, regarde, je te montre comment je l'ai foutu. Moi, j'ai un bouton, en fait, je sais pas si tu le verras. Là, ah oui, d'accord. En gros, en appuyant un coup, alors attends, je vais faire, en appuyant, merde. Voilà, là, je passe en noir et blanc. Tu vois, juste en un coup, quoi. Ah, ça, c'est malin. Bon, il faut que je trouve comment on fait sur mon téléphone. Mais balèze. Donc, ouais, alors là, je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Donc voilà, je sais pas si c'est magique, je suis encore en train de tester le truc. Alors comme toi, moi c'est mon outil de travail, donc plein de fois je suis vraiment en couleur obligée, pour parce que voilà, mais dès que je sens que j'en ai plus besoin, bam, je le remets en noir et blanc et à tester. Je sais pas si c'est magique, mais en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que comme tu dis, faut prendre beaucoup de recul avec ça, parce que moi les réseaux sociaux, tu vois, avant d'être sur Internet, j'avais pas de réseaux sociaux. J'avais un compte Instagram parce que je suivais quelques potes et puis quelques personnalités que j'aimais bien, mais je postais rien, quoi. C'était un compte Instagram je postais pas de photos. Et quand je me suis mis sur une vie de liberté, je me suis dit, si je veux me faire connaître, il faut quand même que j'ai un biais, donc j'ai mis des réseaux et tout. Et j'y suis venu par ce biais-là. Mais j'ai même pas Facebook avant 2019, j'avais même pas Facebook. Donc t'as pas raté grand-chose. Hein. Ouais, j'ai pas raté grand-chose, je pense. Mais du coup, tu te fais quand même, malgré tout, tu peux te faire quand même piéger, quoi. Et, encore, je scrolle pas, tu vois, c'est répondre aux gens, mais prend du temps, quoi. Ouais, mais le gros piège, c'est le scroll. Hein. Moi, pareil, moi, je me suis mis sur Insta juste pour le business. Et je me retrouve des fois à scroller en tant que consommateur, alors que je suis censé être le créateur, mais je me fais avoir en tant que consommateur. Et TikTok, pareil, j'ai ouvert un TikTok parce qu'on a dit, ouais, c'est la nouvelle truc pour les créateurs qui cartonnent. Bon, pour moi, ça n'a pas marché du tout. Donc, du coup, j'ai arrêté. Donc, maintenant, ça va, j'y vais plus parce que je publie plus, mais c'est la pire drogue, hein, TikTok. C'est un enfer.
c'est vraiment tout est fait en fait pour te faire scotcher, pour avoir en fait ce qu'il explique dans la vidéo. C'est des shots de dopamine que tu te prends en fait, sans te rendre compte. Et tu vois, TikTok, moi non plus, j'ai fait un compte et à l'époque, c'était mon ancien monteur qui le gérait, qui avait monté des vlogs en me disant on essaiera. J'ai presque fait 1000 abonnés, je crois, en peu de temps. Et j'ai publié une trentaine de réels. Et après, j'ai dit stop, en fait, quand j'ai vu le niveau déjà des commentaires. Ah ouais, là, ça pique, hein. C'est là, t'as des gros touristes, hein. Ouais. L'audience, là, elle est pas qualifiée, là. Non, vraiment pas. Je me suis dit, mais en fait, tu vas chercher quoi là-bas, à part du clash, j'ai trouvé ça nul. Et du coup, bon, bah, maintenant, ça végète, quoi. Il est à l'abandon et il a le mérite d'exister, mais à part ça, c'est tout, quoi. C'est tout. Mais je me reconnais pas du tout là-dedans. Puis, je sais pas, quand toi comme moi, on fait du contenu long, du podcast, du contenu qui a... Bon, là, on filme parce que c'est aussi pour YouTube, mais c'est du contenu qui a une vocation audio, où on prend le temps d'expliquer les choses. Ça peut pas se retrouver dans un contenu de 30 secondes balancé comme ça. Ouais, et puis moi, ce qui me saoule, c'est pour ça aussi peut-être que j'arrive pas à faire de vidéos virales, mais c'était à la recherche de l'accroche qui putaclic tout le temps, quoi. Alors, je l'ai déjà fait, tu vois, je vais pas mentir aux gens, ça m'est déjà arrivé d'essayer et tout, mais en fait, moi, ça me saoule, tu vois. Je préfère largement faire un contenu long, podcast, voilà, où t'apportes de la valeur aux gens, où les gens ils t'envoient un message pour te remercier pour le contenu gratuit que tu leur apportes, plutôt que, voilà, de faire un truc putaclic de 30 secondes pour juste attirer l'attention, en fait. Et c'est, tu sais, c'est tout le paradoxe de notre époque où des fois, t'es un peu obligé de... Mon copain Rudy Koya, qui fait aussi des podcasts, disait c'est jouer le jeu des apparences. Mais tu vois, des fois, tu mets un titre putaclic et tu sens que ça clique. J'avais reçu il y a pas longtemps Quentin sur mon podcast qui a la chaîne YouTube Le Journal de l'Espace. C'est une super chaîne. Et il fait 1 million de vues par mois. Et j'ai appelé le podcast 1 million par mois avec Quentin. Tu vois Ah, bah oui. Il gagne 1 million par mois, tu sais. Eh ben non. Non. Mais c'est ce qu'on te souhaite, Quentin, de gagner 1 million par mois, un de ces 4. Mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est... et puis c'est trop tentant. Mais et puis je fais aussi des tests, tu vois, des fois. Et il y a certains vlogs où franchement, je raccroche le vlog et tu vois, je finis de filmer, je me dis putain, masterclass. Je me dis c'est trop bien ce que t'as fait, il est trop bien. Et je lui mets un titre vraiment du sujet, quoi, tu vois. Et il y a personne qui va voir. Voilà, mais personne va voir. Enfin, ou personne. Ça fait moitié moins de vues que d'habitude. Et je me dis, c'est nul, quoi, c'est dommage. Et des fois, je fais un truc peut-être moins spontané, enfin, plus préparé, mais vraiment plus préparé, où je me dis, tiens, je vais amener le truc comme ça et tout, avec une accroche. Mon monteur, Luc, met l'accroche au début du podcast, tu vois, pour qu'il y ait un truc qui pète et que les gens regardent. Et je me dis, oui, ça marche. Mais moi, je me dis, c'est triché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas triché, mais le contenu est toujours là, mais j'ai pas envie de faire ça, en fait. J'ai pas envie. Non, mais c'est ça. Malheureusement, on est dans une époque où des fois, comme tu dis, il faut jouer le jeu, mais ça nous saoule, quoi. Ouais, c'est ça. c'est un peu chiant. J'avais encore quelques petites questions pour toi, Thomas. Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui le plus peur en business? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Bah ouais, hein, je vais être assez transparent et peut-être un peu fragile, tu vois, mais tout simplement que ça marche pas, quoi. Que je puisse pas me payer, voilà, la fin du chômage va arriver bientôt, et que en fait mon chiffre d'affaires ne soit pas suffisamment régulier pour pouvoir me payer et que ça ne me permette pas de continuer, quoi. Ça va dire ma plus grande peur, qui est liée finalement à la deuxième, qui est qu'au final que ma communauté se désengage ou que je perde des gens, ou que je déçoive aussi des gens. Alors on en a parlé en off, hein, décevoir des gens ça arrivera toujours, il n'y a pas de souci, on peut pas plaire à tout le monde. Par contre, si je déçois mes fidèles et les gens voilà, qui ont été très satisfaits de moi pendant un moment et que peut-être que je pars dans des niches ou des sujets qui déplaisent et voilà, que tu sens que ta communauté est moins engagée, ça c'est... Et puis c'est lié clairement au final en fonction de ton business, quoi. Donc c'est mes deux plus grandes peurs. Ouais. De perdre ma commu et du coup après que ça se ressente sur le chiffre d'affaires et que ça marche plus, quoi. C'est c'est rigolo, mais j'ai traversé il y a 6 mois un peu un passage comme ça où pour le podcast j'ai toujours plein de sujets d'avance, tu vois, enfin j'en ai même des listes entières, mais
j'avais plus que 2-3 sujets d'avance, enfin, en tout cas, que j'avais vraiment envie de faire, et j'ai pris la liste, et je me suis dit, putain, sur cette liste, il n'y a rien dont j'ai envie de parler. Rien. Ah ouais. Et pourtant, c'était que des sujets intéressants, mais je me suis dit, j'ai pas envie de les développer, j'ai pas envie de faire ça. J'ai eu aussi, et puis je sais pas, c'est reparti d'un coup, j'ai eu plein d'invités inspirants, puis j'ai reparlé de ce que je vivais, de ce que, tu vois, de mon quotidien. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, si je me force à faire ce sujet-là, que j'ai pas envie de faire, ça va se ressentir. Ça va se ressentir, et si ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme moi, ça sort tous les 15 jours, je dis, si j'ai un podcast décevant 3 fois de suite, ça veut dire 1 mois et demi où c'est décevant. Je dis, mais les gens, ils vont plus regarder, tu vois. Puis après, c'est passé, mais j'ai l'impression que la seule façon que j'ai réussi à trouver pour que ça me passe, c'est juste d'essayer d'être naturel, en fait, de me dire, écoute, si ça marche pas, bah, il y aura rien à faire, parce que ce sera le contenu que j'ai envie de faire, et ça veut dire que pour que ça marche, il faudrait que je fasse autre chose qui me ressemble pas. C'est la seule façon dont je suis arrivé à me rassurer, en fait. Mais ouais, mais moi je trouve ça cohérent, quoi. Enfin, je trouve ça cohérent finalement au final de parler des sujets que t'as envie, quoi. Des sujets que t'as envie, et c'est quand tu vas reculant sur un sujet, je pense que ça se ressent, et puis ouais, l'impact il peut se ressentir sur les écoutes ou sur l'engagement, et je le comprends. Après, moi, un autre truc que j'ai remarqué aussi, alors je sais pas si ça rapproche ou on s'éloigne un peu de ce que tu viens de me dire, mais moi, des fois, quand je prépare trop les choses à l'avance, ben c'est pas si bien, en fait, tu vois, parce que j'ai tendance à, tu vois, à vouloir me dire, allez, j'enregistre 3-4 épisodes d'avance, comme ça c'est fait, et puis moi je me focus sur une autre tâche. Mais finalement, l'épisode que tu enregistres là, si on enregistre, alors en interview ça passe mieux, mais en épisode solo, quand tu abordes une thématique, je sais pas moi, en mai 2023, si tu la sors en octobre, peut-être qu'en octobre déjà tu penseras plus exactement pareil, peut-être que ce sera plus d'actualité, peut-être que tu auras même plus l'énergie pour le pousser. Enfin, donc il y a quand même ce côté-là où il faut, mine de rien, être un peu en flux tendu sur le contenu, je trouve, je suis d'accord. Pour voilà, pas que qu'il soit toujours frais, en fait. Mais oui. Et c'est rigolo, tu vois, le contenu où je suis le plus décomplexé, on va dire, c'est les vlogs. Parce que les vlogs, je me filme vraiment, pour le coup, avec mon téléphone, tu vois, simplement parfois en marchant, ou des fois dans ma voiture. J'en fais beaucoup dans ma voiture. Et c'est du contenu que je prépare très très peu. Souvent, c'est une question d'auditeur que je prends, ou mon émotion de la semaine. Et mine de rien, c'est des vlogs qui font plus d'écoute que les podcasts. Alors, ça dure un quart d'heure quand le podcast dure 1h30. Et j'ai énormément de retours, et les gens adorent. Et c'est un contenu qui est très très peu préparé, ultra spontané. Et peut-être qu'en fait, c'est là où j'ai le moins de filtres. Et tu vois, et à côté, des fois, il n'y a pas si longtemps, j'ai préparé un sujet de podcast sur la différence entre stratégie et tactique, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien, avec un parallèle avec le domaine militaire, tu vois. Et je me suis vraiment pris la tête. Je sais pas, j'ai passé 6 heures à le préparer. Et c'est peut-être ma vidéo qui a fait le moins de vues sur les 20 dernières, quoi. Tu te dis, avec pas tellement de commentaires. Alors bon, les gens disent, ouais, j'ai eu pas mal de pouces, tu vois, enfin, les gens sont contents. Moi, je me suis fait plaisir intellectuellement, parce que j'avais envie de me plancher, vraiment de me poser à une table et de me dire, c'est quoi vraiment la différence et le sujet et tout. Mais il y a des fois où j'ai l'impression que je me fais plaisir à moi en allant à fond dans un sujet, et je passe à côté, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein. Mais en final, tout ça pour dire, comme tu dis, que le contenu parfois le plus spontané, c'est souvent le meilleur. C'est souvent le meilleur, ouais. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas facile, parce que, mine de rien, tu vois, que ce soit Instagram ou le podcast, on est un peu jugé et référencé par rapport à la régularité. Donc si t'en as pas d'avance, et que si le jour J tu l'as posté, t'es pas spontané, ou t'as pas le temps, machin, t'es un peu coincé aussi, quoi. Donc je trouve que c'est quand même pas facile, tu vas trouver le juste milieu entre la spontanéité et puis et avoir toujours un truc de prêt au cas où, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que je fonctionne vraiment j'ai toujours fonctionné à flux tendu, quasiment, quoi. Enfin, mon podcast, je l'enregistre à chaque fois 4 jours avant la sortie, on va dire, tu vois. Et le vlog, pareil, 3 jours, mais c'est le temps que Luc ait le temps de le monter. Et faut vivre avec ça. Au début, ça me gênait. Tu sais, j'avais toujours ça en charge mentale, de me dire, putain, il y a le podcast, il y a ci, il y a ça. Et aujourd'hui, j'essaye d'être régulier quand je les prépare, et j'arrive à vivre bien avec. Mais au début, c'était pas confortable de vivre. Tu sais, toujours, ça s'arrête jamais, en fait, tu vois. Et ouais. Et ça, je sais pas comment tu le vis, mais moi, c'était compliqué au début de me dire que un épisode en chasse un autre, et tu vois, et
Mais je te cache pas que moi, j'en suis pas encore à ton stade, justement. C'est que moi, je suis justement un peu en train de remettre en question mon modèle actuel où je suis un peu trop, j'en ai un peu trop préparé, quoi. Et des fois, j'ai peur que ça se ressente un peu. Et alors après, des fois, ça dépend des périodes. Alors, il y a des périodes où j'arrive à sortir un épisode, je l'enregistre le mardi pour le dimanche, ça arrive. Ouais. Mais il y a des fois où, je sollicite certains invités, comme je t'ai sollicité à toi, mais en plus, attends, justement, pour toi, alors d'un coup, j'ai eu, je sais pas combien d'invités de ouf que je voulais avoir depuis longtemps, et tous, ils étaient dispo. Après, les gens sont pas dispo tout le temps, donc ils étaient dispo telle date. Ouais. Mais là, il y a tellement d'épisodes de calés que je peux pas tout sortir en même temps, donc je suis obligé de l'enregistrer et de le sortir un mois ou un mois et demi après. Et voilà quoi, au risque que ça se sente ou que ça se voit, mais bon, en même temps, j'ai l'invité que je voulais aussi, je voulais pas passer à côté, quoi. Ouais. Mais de toute façon, tu peux pas faire parfaitement. Je crois qu'au final, je sais pas s'il y a un truc à retenir, c'est vaut mieux faire dans tous les cas. Et c'est comme ça. Tu peux pas faire des masterclass à chaque fois, c'est impossible. Il y aura forcément des épisodes qui plairont plus que d'autres. Il y en a forcément qui seront un peu moins bien. Et parfois, il y a des fois, tu as de la chance. Tu vois, moi, dans ma tête, dans Une vie de liberté, j'ai mes 2-3 épisodes préférés. Ou je sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé, ou un épisode solo, mais t'es touché par la grâce, quoi. Où vraiment, je coupe le micro et je me dis, putain, mais comme je disais. Ouais, là, j'ai déchiré, quoi. Ouais, le truc, c'est une pépite, quoi. Et des fois, il y en a certains que je réécoute, tu vois, pour me redire, essayer de voir comment j'avais pressenti le truc. À chaque fois, qu'il y avait du cœur dedans, tu vois. C'est des trucs qui me tenaient à cœur. Tu sens que c'est important pour moi de passer le message. Et je pense que ça touche, tu vois. Et plutôt que des fois des trucs trop spontanés. Les gens le ressentent, ouais. Bien. Bon, on approche de mes dernières questions. Si tu pouvais te voir à 20 ans, que te dirais-tu au jeune homme que tu étais ? Alors, je lui dirais, kiffe ta vie, c'est cool, fais de la merde, va toujours en soirée étudiante et kiffe. Mais je lui donnerais la définition des intérêts composés, je pense. Ouais. Je lui donnerais la définition des intérêts composés et je lui montrerai les graphiques que tu peux avoir sur Internet en disant, voilà. Je lui dirais pas de mettre tout son argent aujourd'hui en bourse, mais je lui dirais, regarde, si tu mets juste 50 balles par mois, là, ça va pas changer ta vie. Et quand tu auras 35 ans, tu m'en remercieras. Très intéressant. C'est vraiment exactement ça que je dirais au mois de 20 ans. Ça serait une bonne... je lui dirais pas franchement, je regrette pas ma vie, tout ce que j'ai fait, les voyages, les sorties, tout ça, franchement, je changerais rien. Et, évidemment, t'as toujours des regrets, machin, mais honnêtement, ça m'a aussi formé, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mais si un petit détail que je ferais, ce serait ça, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est une bonne Inception, tu sais, à mettre dans le cerveau. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est ta définition d'une vie réussie, d'une bonne vie ? Je pense que c'est d'avoir de pas avoir subi sa vie. Alors c'est un peu dans la négative, peut-être le tourner en manière positive, mais plutôt d'avoir suivi ses rêves finalement. Ouais. Parce que y a une phrase très connue qui dit ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Alors ça se dit autrement, je crois, mais bref, tu m'as compris. Ouais, je l'ai pas non plus, mais c'est à peu près ça. Ouais, je la connais. Et c'est ça, moi, que je trouve une vie réussie, c'est que même si tu te plantes, même si moi, là, investir simple, ça marche pas, ou même si, avec mes appartes, j'ai fait de la merde, j'aurais essayé, j'aurais vécu le moment, j'aurais kiffé. Comme, les voyages que j'ai fait, oui, il y a des trucs que j'ai mal fait aussi pendant les voyages, j'ai regretté certains trucs, mais je l'ai vécu et j'ai kiffé. C'est ce que j'ai voulu à ce moment-là. Je me dis, en fait, suivant notre évolution, finalement, on a toujours des désirs qui changent et qui évoluent, et je pense que c'est important de vivre ce qu'on veut faire à ce moment-là. Quand j'avais 21 ans, mon rêve c'était d'aller en Australie. Et j'avais pas de thunes, mais j'y suis allé. Et j'ai lavé des voitures, j'ai cueilli des pommes, j'ai galéré, mais j'ai réalisé mon rêve, je regrette pas une seconde. Je suis revenu, j'ai rêvé dans l'Amérique du Sud en sac à dos avec ma guitare. J'ai travaillé 2 ans, j'ai épargné bien et j'ai réalisé mon rêve. Et je regrette pas une seconde. Et aujourd'hui, mon rêve c'est d'être libre financièrement et je fais tout pour le devenir. Même si un jour je ne le suis pas, ou même si un jour je change de projet, j'aurais tout fait pour le devenir. Donc je pense que c'est ça, une vie épanouie, réussie, c'est de pas rester frustré et pas de se plaindre tout le temps de j'aime pas ci, j'aime pas ça, machin, je rêve de faire ça, mais c'est trop compliqué. Non, tu trouves les solutions pour réaliser tes rêves, et même si tu te plantes et même si tu le regrettes, au moins tu as essayé, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis même dans le futur, après, quand tu penses à des choix que tu as fait dans le passé, si tu les as fait à ce moment-là, c'est ce que tu avais besoin de vivre à ce moment-là, c'est ce que tu devais expérimenter. Donc, il n'y a pas vraiment de regret au final. C'est juste des leçons qui te construisent pour la suite. Ouais, c'est ça, c'est ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui finalement.
Donc ça fait partie de ta vie, il faut pas regretter. Moi je pense juste enfin j'ai lu ça dans plusieurs bouquins, tu sais, t'as pas mal d'études qui sont faites sur en gros c'est quoi les mots qui sont proposés par les gens qui sont sur le lit de mort et en gros qu'est-ce qu'ils regrettent, tu vois. Et souvent c'est en gros de pas avoir vécu suffisamment de mes rêves, tu vois. Alors je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais souvent le regret de d'avoir resté trop longtemps dans un travail qu'ils aimaient pas, de pas avoir assez profité de leur famille, machin. Et voilà, moi je veux pas me laisser avoir par ça. Vraiment je veux mon objectif. Alors c'est un peu peut-être philosophique ou je sais pas, mais je veux que sur mon lit de mort, quand on me pose cette question, je dis non, j'ai kiffé ma vie en fait, et je regrette rien. Je suis d'accord. C'est parfait. Bon, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Est-ce que tu as un livre préféré, un livre que tu aimes bien, ou le dernier livre que tu as lu, que tu as envie de nous partager? Alors, c'est marrant. Alors, aujourd'hui, en ce moment, je lis le premier livre que toi tu as lu qui t'a fait un déclic. Je rattrape mon retard parce que j'en ai lu, mais sur le sujet, hein, je te laisse imaginer, j'ai lu énormément. Et c'était le seul classique qui me manquait. Et donc je l'ai lu. Alors forcément, il y a beaucoup de redites avec tout ce que j'ai lu, mais j'ai quand même l'impression que c'est la version française de Père riche, Père pauvre, hein, ce livre d'Olivier Seban. Et ça s'est sorti quand même assez tôt dans l'univers des finances perso. Donc en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, et malgré le nombre de bouquins que j'ai lus sur le sujet, je le trouve bien, vraiment bien. J'avais peur de dire c'est bon, je l'ai lu 50 fois, et non, je trouve que la façon d'écrire et l'approche est plutôt bien. Mais pour autant, c'est pas celui que je recommanderais parce qu'il est trop connu. Donc je vais recommander peut-être un peu moins connu, que j'ai lu pareil au tout début, que je m'intéresse aux finances perso, mais que je trouve bien. Il s'appelle The Millionaire Next Door. Ouais. Qui est un peu moins connu, qui est traduit en français en plus maintenant, et j'aime bien parce que c'est un bouquin qui raconte pas de storytelling sur le comment devenir riche, mais plutôt qui est une étude complètement objective sur les millionnaires américains et qui montre quels sont les points communs des gens qui sont arrivés à devenir millionnaires. Mais c'est pas raconté par celui qui est devenu millionnaire, mais par des gens extérieurs, donc des journalistes, je crois. Ouais. Et je trouve que c'est super important parce que ça met en avant l'éducation financière, le budget, la façon de consommer. Bien sûr, ça parle d'investissement, d'actifs, de passifs aussi, mais ça met bien en avant, je trouve, que la gestion du budget, une gestion de budget simple, de pas surconsommer, d'acheter des costards, voilà, de pas être dans le paraître en fait, et voilà, que les costards des gens millionnaires, c'est pas forcément des trucs de marque, que les montres aussi, c'est des montres à 200 balles et pas à 3000 balles. Enfin, je trouve qu'il y a plein de trucs vraiment intéressants dans ce bouquin, et voilà. Donc c'est plutôt celui-là que je recommanderais sur les finances. Ouais, je l'avais lu, je l'avais bien aimé à l'époque aussi, et comme tu dis, c'est plein de bon sens. C'est vraiment c'est un bon bouquin. Et pour revenir sur Olivier Seban, j'aimerais bien le relire, tu vois, aujourd'hui, pour voir avec des années de recul, parce que mine de rien, on peut lui reconnaître ça, c'est qu'il était précurseur, parce que je crois que je l'ai lu en 2008, ce livre. 2008, ouais, la première version est sortie en 2008, et moi là je lis la troisième édition qui date de 2011, donc tu vois, la troisième édition, elle date quand même un peu. Mais pour l'instant, alors je l'ai pas fini encore, mais pour l'instant, je trouve que ce qu'il dit est plutôt toujours d'actualité, plutôt vrai, et alors comme je te dis, j'apprends pas grand chose de nouveau. Oui, bien sûr. Mais je le trouve quand même intéressant, et que je pense que quelqu'un qui démarre, ça peut vraiment être pas mal, quoi. Excellent. Et ma dernière question, est-ce que tu as une citation que tu aimes bien, ou un mantra que tu te répètes, que tu veux nous partager? Ouais, celle-là, je vais pas hésiter pour te la dire, et c'est marrant parce que tu l'as quasiment dit tout à l'heure, et j'ai failli te couper en disant ça c'est mon mantra, et je vais le dire à la fin, mais mais je dirais que c'est mieux vaut fait que parfait. Ouais. Voilà. Je suis vraiment fan de ça parce que, enfin voilà, je me rends compte que, voilà, elle dit tout cette phrase, hein, c'est que mon premier investissement, voilà, c'en est l'exemple, hein, je l'ai fait, certes à la va-vite, un peu à l'arrache, mais par contre j'ai tellement appris que je sais qu'après, voilà, j'ai plus fait toutes les conneries que j'ai fait. C'était pas parfait, mais ça a été fait, ça m'a quand même enrichi malgré mes erreurs, et ça m'a surtout fait apprendre beaucoup de choses. Sur le business, pareil, je fais plein de conneries, ça m'arrive. Encore ce lundi, je me suis planté, j'ai envoyé 2 newsletters au lieu d'une, j'ai fait de la merde. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai quand même envoyé mon mail, tu vois, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc voilà, je suis pour ça, même si mes posts Instagram, des fois, il y a des petites fautes d'orthographe, même s'il n'y a pas tout qui est parfait. En attendant, je publie du contenu, en attendant, je continue. Et donc voilà, je suis vraiment fan de ce mantra, et je trouve que c'est important. Ouais, tout à fait. T'as raison. Puis c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se confronte au réel, qu'on a du feedback, qu'on peut rétablir le tir, alors que c'est ça. On peut pas tout apprendre, ou dans un bouquin, ou derrière les annonces du Bon Coin sans jamais visiter, il se passera rien. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Thomas. Franchement, c'était trop bien. C'était top. Merci pour tout ce que avec grand plaisir. Si nos auditeurs veulent te retrouver, comment font-ils ?
Alors, comment font-ils? Ils me retrouvent de plusieurs manières. T'as un podcast qui s'appelle Investir Simple, donc ex-Budget Zen, disponible sur toutes les plateformes, hein, comme toi. D'ailleurs, il y a des grandes chances que, du coup, il y ait une interview de toi juste avant ou juste après, C'est donc ça. ils peuvent aller écouter ton Je pense histoire qu'on a aussi une communauté qui se croise, Oui, il y a des grandes chances qu'ils se retrouvent dans ton interview et dans ce que je raconte aussi. Donc un podcast Investir Simple dispose toutes les plateformes. J'ai une newsletter, un mail que j'envoie tous les lundis matins où je partage des conseils, des astuces sur l'investissement, mes retours d'expérience, mes tests d'invest. Je partage pas mal de choses. J'ai un Instagram aussi. J'ai des programmes aussi qui sont dispo sur mon site internet investirsimple.com. Je propose des formations en ligne, du coaching. Donc à checker si ça intéresse, bien sûr. Très intéressant. Écoute, merci beaucoup à toi. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. Et vas-y. Voilà, pression. Écoute, je veux pas être très très original. Merci à toi, Anthony, de m'avoir invité. Investissez. Voilà. Merci Thomas. Allez, à très vite. Salut. Et je vous retrouve. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré tourner cet épisode. Il y a tous les liens pour retrouver Thomas qui sont dans la description du podcast. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller suivre Thomas, que ce soit sur son podcast qui est vraiment excellent, sur ses réseaux. Merci encore à toi Thomas d'avoir passé ce temps avec moi. J'ai adoré avoir cette discussion. C'était top. Quant à moi, je vais vous laisser pour cette semaine. On va se retrouver dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.